Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 1, une expérience inoubliable. Mauvais avis client. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Dans la cour d'un luxueux manoir de style occidental, 3 enfants, un garçon et 2 filles qui semblent avoir environ 5 ou 6 ans, courent en jouant à chat sous le ciel violet clair, l'une des caractéristiques déterminantes des enfers, l'un des nombreux royaumes, centrés autour du monde humain, ou Terre, comme beaucoup le savent, qui compose l'univers. Allaitement, faisons une pause, je suis vraiment fatiguée. Dit l'une des filles, une jolie fille à la peau claire, aux cheveux noirs mi-longs coupés au carré et aux lunettes qui couvraient ses yeux violets, en prenant une grande inspiration, en se penchant et en posant ses mains sur ses genoux. Moi aussi. Et puis, j'ai faim, intervint la deuxième des 2 filles. Elle avait de longs cheveux roux qui lui tombaient jusqu'aux cuisses, une frange lâche qui lui couvrait le front, une frange sur le côté qui lui arrivait aux clavicules et encadrait son beau visage, et des yeux bleus vifs. Tu as faim? Pourquoi ne suis-je pas surprise, murmura la brune. Pardon? Pourriez-vous répéter, répondit la rousse, visiblement irritée. Tu as toujours faim. Tu manges beaucoup. Tu vas prendre du poids, répondit la brune d'un ton moqueur. Le jeu de tag étant suspendu en raison des bagarres habituelles des filles et de leur épuisement après avoir joué sans interruption pendant près de 3 heures, le dernier membre du groupe, un beau garçon à la peau couleur caramel, aux pupilles marron foncé bordées de rose foncé et aux cheveux noirs en tresses individuelles qui atteignaient la base de son cou, ne pouvait que sourire ironiquement en regardant les pitreries habituelles de ses amis. Je devrais essayer de les arrêter, non? Mais je ne veux vraiment pas avoir ce mal de tête, pensa le garçon en se dirigeant vers le grand arbre du jardin pour s'asseoir à l'ombre. Assis le dos contre l'arbre, le garçon s'étira et commença à se détendre. Après avoir écouté les filles se disputer pendant une dizaine de minutes, le garçon pensa, ça fait un moment qu'on est là. Je crois que moi aussi, je commence à avoir faim. Sur ce, il se leva et se dirigea vers ses amis. Ok, sautant, ritant, allez, j'ai faim aussi, dit le garçon avec un grand sourire sur son visage. Regardez. Ce n'est pas seulement moi, dit la rousse, ritant, avec un sourire suffisant. Soupir, d'accord, si tu le dis, James Coon, dit la fille aux cheveux noirs, sautant, en ajustant ses lunettes, les faisant clignoter momentanément. Sur ce, James, ritant alias Ria Grémory et sautant alias Sona Citri commencèrent à retourner au manoir. Alors qu'il retournait au manoir et discutait avec les 2 filles, James s'arrêta brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent à un point presque impossible, et il se prit la tête entre les mains. Il ressentit une vive douleur à la tête. C'était comme si quelque chose de pointu et de brûlant pressait l'espace entre ses sourcils. La douleur était insupportable pour un adulte moyen, et encore plus pour un enfant de 6 ans. Arg. Entendant les cris de James derrière eux, Ria et Sona se tournèrent rapidement pour voir ce qui se passait. James Coon, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Demanda Sona, affolée, en s'approchant de James. Ria, quant à elle, se figea sous le choc. Elle n'avait jamais vu James comme ça. Même lorsqu'il s'était déboîté l'épaule par le passé, il avait juste serré les dents. Après avoir crié pendant 5 secondes supplémentaires, James s'arrêta brusquement. Ses mains retombèrent mollement le long de son corps et ses yeux se révulsèrent. Et puis, elle tomba simplement en avant. Personne ne tenta d'amortir sa chute. Et sans les réflexes rapides de Sona, elle serait tombée la tête la première. James Coon. James Coon, réveille-toi. Tu m'entends? Réveille-toi, hurla Sona, paniquée, en essayant d'empêcher James de tomber à terre. De son côté, Ria était toujours figée. Puis elle se mit à trembler en voyant James s'effondrer devant elle. Voyant l'état actuel de confusion et de peur de Ria, Sona lui a crié dessus. Ria! Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de demander de l'aide. Au cri de Sona, Ria sortit de sa torpeur et courut vers le manoir chercher de l'aide. Elle savait que la femme de son frère aîné et la mère de James devaient être présentes. Moins de 5 minutes plus tard, une jeune femme vêtue d'un tablier bleu de femme de chambre française, qui semble avoir une vingtaine d'années, est apparue dans un éclair de lumière. Greffiassant, dit Sona avec une pointe de soulagement dans la voix en remarquant la nouvelle venue. S'accroupissant pour voir James, la jeune femme, Greffia, demanda, Sona-sama, pourriez-vous me dire ce qui s'est passé? Ria-sama semble sous le choc et ne peut contenir ses pensées, cherchant une explication. On venait de finir de jouer et on rentrait à l'intérieur. Puis James s'est mis à crier. Après avoir hurlé un moment, il s'est arrêté, tout, crié, bougé, se relever. Et avant qu'il ne tombe, j'ai couru le chercher, puis j'ai dit à Ria d'aller chercher de l'aide. Je comprends. Je vais emmener James Coon à l'infirmerie du domaine Grémory. Retournez à l'intérieur et dites à Léonassan où j'emmène James Coon. Et si possible, aidez-moi à régler la situation de Ria-sama, dit Greffia en soulevant James. Avec James dans ses bras, un cercle magique apparut sous Greffia. Le cercle commença à s'élever de ses pieds jusqu'à atteindre le sommet de sa tête, dans un éclair de lumière. Greffia, James et le cercle magique disparurent devant Sona. 3 jours plus tard. Underwall, territoire de Citri, centre médical de Citri.
Depuis 3 jours, James avait été transféré du service médical de RIA vers un établissement médical adapté du territoire de Citry afin de procéder à des examens plus approfondis. En effet, l'activité cérébrale de James pendant son inconscience était anormalement élevée, et personne ne savait quoi faire. À son arrivée à l'établissement médical approprié, géré par la famille de Sona, le médecin en charge de James était également perplexe. Compte tenu de l'activité cérébrale de James, combinée à ses mouvements oculaires rapides, on pouvait penser qu'il rêvait simplement. Et c'est là que les ennuis ont commencé. James est dans cet état depuis 3 jours, après avoir perdu connaissance. De ce fait, aucun des médecins qui l'ont observé ne savait comment poser un diagnostic. Cependant, si ces médecins, ou n'importe qui d'autre, pouvaient voir à l'intérieur de la tête de James maintenant, ils sauraient que James était en fait en train de rêver. Dans son rêve, James vivait la vie d'un être humain. Un être humain, une vie de combat. Ayant vécu jusqu'à l'âge de 15 ans dans l'un des quartiers les plus défavorisés des États-Unis, il passait la majeure partie de son temps hors de l'école et loin de sa mère célibataire, impliqué dans des bagarres de rue. La plupart de ces bagarres résultaient d'insultes dirigées contre lui. Compte tenu de l'abandon de sa mère par son père pendant sa grossesse et de son physique remarquable, trouver des moyens d'irriter le jeune homme ne demandait pas beaucoup d'efforts. Cependant, durant l'hiver qui suivit ses 15 ans, tout commença à changer. Sa mère rencontra un homme qui changea leur vie. Sa mère étant déjà mariée, leurs conditions de vie s'améliorèrent et le garçon s'initia au sport de combat, plus précisément aux arts martiaux mixtes. Pendant les 7 années suivantes, il s'entraîna au Muay Thai, au kickboxing et à la lutte. Cet entraînement lui permettant d'exprimer son agressivité, il réussit à maîtriser son agressivité. Mais cela ne contribua guère à allonger son humeur. Au terme de ces 7 années, le jeune homme opta pour la boxe professionnelle. Pendant 5 ans, malgré un style de combat impeccable, il ressemblait davantage à une bête qu'à un artiste martial lors de ses combats. Comme indiqué précédemment, l'entraînement aux arts martiaux a réduit son agressivité. Cependant, aucune de ses attaques n'est passée inaperçue lorsqu'il se battait. Elles se sont probablement intensifiées, l'amenant, le plus souvent, à oublier ou à ignorer les stratégies évoquées. Après 5 ans de ce régime, son entraîneur, las, a démissionné. Suite à son départ, sa carrière a été quasiment suspendue jusqu'à ce qu'elle en trouve une nouvelle. Cependant, trouver un nouvel entraîneur s'est avéré bien plus difficile que prévu. Les rumeurs sur son incapacité à suivre un plan de jeu lui ont valu d'être qualifié d'incoachable. Il a fallu 1 an et demi pour trouver un nouvel entraîneur. L'entraîneur qu'il a trouvé n'était pas un entraîneur de MMA classique. Il ne pratiquait aucun des arts martiaux les plus populaires et les plus utilisés en MMA. Il ne pratiquait pas les arts martiaux à main nue. Il pratiquait le kenjutsu, ou technique de sabre japonais. Cet épéiste japonais, que le jeune homme surnommait à juste titre « vieux samouraï », réalisa que le jeune homme était un véritable monstre pour assimiler les techniques de combat. Pas seulement à main nue, mais toutes les techniques de combat, y compris les armes blanches. Fort de cette découverte, le vieux samouraï entreprit d'enseigner au jeune homme son style d'épée, le Muso Jikiden Enshin-ryu, axé sur l'Iedo et la promotion de l'harmonie spirituelle. L'année suivante, le jeune homme refusa tout combat, préférant s'entraîner dur. Cette année-là, il consacra un quart de son temps d'entraînement au combat, utilisant ses techniques habituelles de combat à main nue. Le quart suivant, il travailla sa condition physique. Musculation, cardio, souplesse, tout pour améliorer sa condition physique. Le reste du temps, il s'entraîna au Muso Jikiden Enshin-ryu. Cette pratique a fini par faire des merveilles en raison de son caractère excessivement agressif, à la fois sur et hors du ring. En plus de son entraînement, le vieux samouraï lui ordonna également de s'adonner à un passe-temps totalement indépendant du combat. Et pour une raison inconnue, le jeune homme s'est passionné pour la culture otaku. Anime, manga, romans légers et jeux vidéo. Il ne s'en lassa jamais. À tel point qu'à son retour sur le ring, il fut surnommé « Samouraï Ner ». Après 7 années d'entraînement, à 30 ans, l'homme reprit sa carrière. Et pendant les 7 années suivantes, rien ne l'arrêta. Grâce à sa maîtrise des arts martiaux, à son instinct de combattant et à sa nouvelle harmonie spirituelle, il demeura invaincu durant ces 7 années. Jusqu'à ce que sa carrière soit à nouveau interrompue, de façon bien plus définitive. Il a été tué parce qu'il refusait de se battre pour être payé. Et avec ce dernier souvenir, James sortit enfin de son sommeil de 3 jours. Avant d'ouvrir les yeux, James prit un moment pour repenser à la vie de l'homme qu'il venait de rencontrer. Voici ce qu'il réalisa, il se souvenait de chaque instant de cette vie, dans les moindres détails. Cependant, ses souvenirs, à quelques exceptions près, ne laissaient pas beaucoup d'empreintes. Amis, famille, amants, disputes, départ, rien de tout cela ne semblait durer longtemps. Seuls 3 aspects de cette vie firent penser à James, ouais, c'est probablement là pour rester. Recyclez vos compétences de combat, vos instincts de combattant et profitez de la culture otaku. Biiii. Interrompant les pensées de James, un moniteur d'activité cérébrale placé à côté de son lit émit l'un des bips les plus forts qu'il ait jamais entendu de sa vie ou de sa mémoire vivante. Peu de temps après la fin de la cloche, un homme, 3 femmes et 2 filles à peu près de l'âge de James sont entrés dans la pièce. Les 2 filles, Ria et Sona, sont arrivées les premières au chevet du patient et ont rapidement posé de nombreuses questions urgentes. James-kun, ça va, demanda Ria d'un ton inquiet. Comment te sens-tu, James-kun, demanda Sona simultanément. Avant qu'il ne puisse répondre, les filles ont continué à le bombarder de questions et d'inquiétudes concernant sa santé.
Ils sont toujours les mêmes, peu importe où ils sont ou ce qui se passe, pensa James avec un sourire, observant les pitreries habituelles de ses amis. Avant que les filles ne puissent aller trop loin, l'une des trois femmes a mis fin à la situation. Rya-chan, Sona-chan, vous devriez peut-être poser une question à la fois. Il gronda doucement une belle jeune femme aux cheveux blonds qui lui tombaient jusqu'au milieu du dos, aux traits du visage remarquablement similaires à ceux de Rya et aux yeux violets. Alors que les deux filles étaient tenues par la mère de Rya, Venelana Gremory, une autre des femmes, une belle femme à la peau marron clair, aux longs cheveux noirs attachés en queue de cheval qui lui arrivaient aux hanches, une frange tombant devant son œil gauche jusqu'à son menton et aux yeux marron foncé, se dirigea vers le côté du lit de James et s'assit, puis lui prit doucement la main. Cette femme, Léona Alavru, est la mère de James. James, chéri, comment te sens-tu demanda-t-elle avec autant de soulagement que d'inquiétude. Soulagement que votre enfant se soit enfin réveillé. Inquiétude quant aux effets secondaires possibles de votre sieste de 3 jours. En réponse à la question de sa mère, James a réussi à laisser tout le monde dans la pièce sans voix avec sa réponse inhabituelle. Je n'aime vraiment pas ce réveil. Les avis clients sont mauvais. Chapitre 2, je me parlais à moi-même, je crois. Quelques minutes avant que James ne se réveille de son sommeil de 3 jours. L'artiste martial mixte dont James venait de vivre la vie vivait également 6 années de la vie du jeune James. Et sa visualisation venait de prendre fin. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, pensa le combattant de MMA. Je crois à la réincarnation à cause du vieux samouraï, mais là, ça ressemble plus à une transmigration, à une connerie d'Izuke. Perdu dans ses pensées, le combattant de MMA a commencé à revoir ce qu'il pouvait de ses souvenirs de James, âgé de 6 ans. On dirait que ma nouvelle vie se déroulera dans un monde avec de la magie, des monstres et toute cette merde, pensa-t-il à voix haute en passant d'un ensemble de souvenirs à l'autre. Attends, bon sang. Ou du moins c'était le cas. Jusqu'à ce que je reconnaisse les noms et les apparences des 2 amis d'enfance du jeune James et de leur famille. Sona aux cheveux roux et à lunettes. Si ce n'était pas une indication claire de ce qui m'est arrivé, alors j'ai lu tous ces light novels et mangas pour rien, s'exclama le combattant de MMA, tout excité, en levant le poing. Attends une minute, qu'est-ce que c'est? Mes parents sont-ils vivants, ou plutôt les parents de mon nouveau moi, pensa-t-il, confus, avant de réaliser à quel point cette pensée lui paraissait confuse. Zut, c'était stupide. Enfin, je ne souhaite la mort à personne. Mais sérieusement, quel genre d'histoire Izuke qui se respecte donne aux nouveaux venus 2 beaux parents aimants, dit-elle jalousement. Le combattant de MMA tressaillit en entendant ce qu'il crut être un rugissement de colère accompagné du bruit d'un mur qui s'écroulait. Regardant autour de lui, il ne vit rien ni personne, et haussa les épaules, pensant que son esprit lui jouait des tours. Zut, le nouveau moi est meilleur que moi. J'avais juste un père beau et aimant. Il reprit là où il s'était arrêté, avec une intensité nettement moins prononcée dans ses critiques. Sans savoir pourquoi, le combattant de MMA s'affaissa, vaincu. Après s'être plaint encore un peu de l'injustice de la situation, il secoua la tête pour chasser toutes les absurdités qui lui trottaient dans la tête. Ok, mec, concentre-toi, se dit-il en se caressant les joues. Qu'est-ce que je vois d'autre en moi? Je suis un demi-démon. Pas mal. Pas mal. Mon père est un démon pur sang, alors ma mère est un démon aussi? Comment ça se fait? Un plus un demi, fut la première pensée qui lui traversa l'esprit après avoir obtenu cette étrange information, avant qu'il ne commence à se remémorer les scénarios de ce monde. Bon, il faut que j'arrête de considérer le monde avec le bon sens. Le nouveau moi vit dans la logique des animes, se rappela le combattant de MMA. Bon, d'après le contexte, je pense que le père a mis enceinte la mère quand elle était humaine. Puis la mère est morte en couche ou peu après la naissance du nouveau moi, et elle s'est réincarnée avec une pièce maléfique. Ou quelque chose comme ça. Les pièces maléfiques, un système introduit dans la société du diable par l'un des 4 grands satans, Ajuka Belzébuth, en réponse à la faible population de diables suite à la grande guerre trilatérale et à la guerre civile du diable. En raison du faible taux de natalité du diable, la création des pièces maléfiques, inspirées du jeu d'échecs humain, permettait au diable de transformer les personnes d'autres races, à l'exception des dieux et des anges, en diables dotés d'attributs supplémentaires selon la pièce utilisée pour les transformer. Eh bien, je pense que cela clarifie la question du demi-démon. Alors que le combattant de MMA continuait de feuilleter les souvenirs de James, il a dû s'arrêter une fois de plus, surpris. Comment diable un pouvoir de Bleach s'est-il retrouvé dans DxD? Oui, l'enfant surexcité a découvert le pouvoir démoniaque inné de Cassiel Alavru, le père de James. Son fonctionnement est similaire à celui du Shikai release de Byakuya Kushiki dans le manga Anime Bleach. Grâce au mot déclencheur, diffusé, un élément se divise en feuilles en forme de pétales de cerisier, d'un volume égal à celui de l'élément dont il est issu. Bien sûr, il existe des différences entre la capacité de la lignée Alavru et la capacité de la source. D'une part, la capacité innée d'Alavru ne crée pas d'objet lié à l'utilisateur, comme un Zanpakuto. L'utilisateur doit sélectionner un objet et l'imprégner de son esprit et de son énergie démoniaque pour que la capacité prenne effet. Deuxièmement, cette marque spirituelle peut être échangée entre les objets, avec un temps de recharge de 24 heures entre son retrait et sa réapplication. De plus, une seule marque spirituelle peut exister à la fois. Enfin, injecter plus d'énergie démoniaque dans la marque spirituelle peut améliorer temporairement les paramètres des feuilles pétales. Cela signifie que la netteté, la durabilité et la vitesse de déplacement peuvent être augmentées grâce à une consommation d'énergie supplémentaire. Je pense que c'est une très bonne conversion d'énergie.
Mais j'ai vu mieux. Tenant son coude droit de la main gauche et caressant son menton de la main droite, le combattant de MMA se dit, je suppose que la seule chose qui m'inquiète maintenant, c'est... Maintenant que je suis là, que va-t-il se passer? Et moi? Et le gamin? Ce serait probablement mieux si je disparaissais. Après une période de réflexion silencieuse, c'est la conclusion à laquelle est arrivé le combattant de MMA. Mais je ne partirai pas tranquillement, dit-il avec détermination en levant le poing en l'air. Juste après avoir exprimé sa détermination par des mots, il y eut un éclair de lumière et la silhouette d'un garçon, James, apparut devant lui. Le combattant de MMA et Kid se regardèrent. Que fait ce vieil homme? Se demanda James, curieux. Eh bien? C'est bizarre. Pensa le combattant de MMA, embarrassé. En baissant lentement sa main levée, le combattant de MMA fut celui qui finit par briser le silence gênant. Alors tu dois être James Alavru. Oui, je le suis. Et tu es? James marqua une pause pour réfléchir, avant de continuer avec un sourire effronté, le samouraï nerf? Ce type n'est pas mignon du tout, pensa le combattant de MMA en fronçant les sourcils. Voyant la réaction du combattant de MMA, James éclata de rire. Avant de lire vos mémoires, je ne voulais pas contrarier ou mettre les gens mal à l'aise, a déclaré James, la combattante de MMA adoptant une expression curieuse à ces mots. Mais après avoir vu comment vous avez trollé les gens, c'est comme ça que vous avez dit ça, non? J'ai trouvé ça drôle. Un silence absolu s'installa entre les deux. Oh merde, je crois qu'une partie de ma personnalité s'est infiltrée dans la sienne à mon réveil, pensa le combattant de MMA avant d'éclater de rire. Putain, ça va lui rendre la vie plus intéressante. Je t'aime vraiment bien, gamin. Commença le combattant de MMA. Faisant quelques pas en avant, il posa sa main sur la tête de James avant de poursuivre. C'est pour ça que je ne vais pas te combattre pour le contrôle de ton corps. Tu peux l'avoir. Merci. Le jeune James ne savait pas exactement ce que cela signifiait, mais cela lui semblait une bonne chose, alors il remercia le combattant de MMA. Mais en retour, je vais libérer ma connaissance de la culture otaku, mon amour de la culture otaku, mon instinct de combat, ma connaissance des techniques de combat et mon amour du trolling, a déclaré le combattant de MMA d'une seule voix. James fixait le combattant de MMA avec de grands yeux. Après avoir observé toute sa vie, James était conscient de tout ce qu'il venait de mentionner. Puis il marqua une pause, trouvant une conclusion. Attends, ça veut dire que je saurai ce que... Calme-toi, gamin, l'interrompit le combattant de MMA. Je sais ce que tu penses. Je ne dévoilerai pas les informations que je possède sur l'avenir de ce monde. Pourquoi pas? Demanda James en faisant la moue. Parce que connaître l'avenir gâcherait le plaisir de la vie, a répondu le combattant de MMA d'un ton neutre. Voyant le garçon faire la moue à sa réponse, le combattant de MMA a ri et a commencé à ébouriffer les cheveux du garçon. Arrête de bouder, gamin. Je veillerai à ce que tu te souviennes de tout ce que tu as vu, mais tu n'auras pas beaucoup d'impressions, à part celles que je te mets dans la tête, a expliqué le combattant de MMA. Après un autre silence plutôt gênant, le combattant de MMA a commencé à enfoncer des informations dans la tête de James, en disant « Ok gamin, commençons. » Au fur et à mesure que le combattant de MMA rendait les informations spécifiées plus visibles dans les souvenirs de James, sa silhouette commençait à s'estomper. « Pourquoi commences-tu à disparaître ?» Remarquant que la silhouette du combattant de MMA commençait à disparaître, James réagit frénétiquement. « Calme-toi, jeune homme. » Le combattant de MMA balaya nonchalamment l'inquiétude de James tout en continuant de disparaître de leur espace mental commun. « Tu te souviens, j'ai dit que je ne te combattrais pas pour ton corps, n'est-ce pas? Pour te le donner, je dois partir, pour de bon. » En apprenant que le combattant de MMA avait l'intention de disparaître à jamais, l'humeur de James se détériora encore davantage. Il venait de vivre 37 ans de sa vie. Développer un attachement était probablement inévitable. Ne me regarde pas comme ça. C'est juste une supposition. Mais je ne pense pas que tu te souviennes de cette conversation. Le combattant de MMA haussa les épaules avant de poursuivre. Et avant que tu me demandes comment je le sais, ce n'est qu'une supposition. Tandis qu'il continuait de parler, le corps du combattant de MMA continuait de se dissoudre. James se mit à pleurer. En voyant James au bord des larmes, le combattant de MMA sentit son irritation monter. « Tu veux bien arrêter avec tes conneries ?» cria le combattant de MMA, surprenant James au point que ses larmes cessèrent de couler. « Je suppose que je vais devoir graver ça dans tes mémoires aussi. Quand tu dis au revoir à quelqu'un que tu aimes, dis-lui toujours au revoir avec un sourire. Comme ça, il saura que tu t'en sortiras bien sans lui. » En entendant les paroles du combattant de MMA, James resta figé jusqu'à ce qu'il puisse les assimiler. Après en avoir compris le sens, James s'essuya les yeux et esquissa un grand sourire. C'est tellement mieux. Le combattant de MMA sourit à James avant de murmurer. Je déteste voir les enfants pleurer. James pouvait entendre les murmures, mais décida de ne pas commenter. Eh bien, on dirait que mon heure est venue, a déclaré le combattant de MMA, soulignant que son corps était presque transparent à ce stade. Vis bien, James Alavru, et essaie de ne pas faire des choses que tu regretteras plus tard. Merci pour le conseil. Je ferai de mon mieux avec ce que vous m'avez donné. Allez, Warren Thomas. En entendant James prononcer son vrai nom lors de ses adieux, le combattant de MMA Warren Thomas afficha un large sourire. Cependant, ce sourire se figea lorsqu'il entendit le garçon poursuivre.
Le samouraï n'est inatteignable. Tu n'es vraiment pas mignon du tout, gamin, cria Warren tandis que sa silhouette disparaissait complètement de son esprit. Et comme le suggérait Warren, James perdit le souvenir de cette conversation. Cependant, les impressions qu'il avait exprimées demeurèrent. Ainsi que quelques conseils concernant les adieux. Et juste après cela, l'un des bips les plus forts qu'il ait jamais entendu le réveilla. Chapitre 3, garder des secrets est une nécessité. Underwall, territoire de Citry, centre médical de Citry. Je n'aime vraiment pas ce réveil. Les avis clients sont mauvais. En entendant ces mots déplacés, les deux filles, Ria et Sona, les trois femmes, Léona, Venelana et Rhea Citry, également connue comme la mère de Sona, une belle femme à la peau claire avec des cheveux noirs attachés en chignon, des yeux violets et des traits du visage qui ressemblaient à ceux de Sona, et l'homme, le médecin en charge du séjour de James dans cet établissement médical, adoptèrent une expression abasourdie en fixant le garçon. Au milieu des rires, le médecin fut le premier à reprendre conscience. Méconnaissant la personnalité douce et posée de James, il fut beaucoup moins affecté que les autres. S'approchant du lit de James, le médecin prit la parole. « Très bien, jeune homme, puisque cela fait 3 jours que vous vous êtes endormi, laissez-moi vérifier vos constantes vitales, puis je vous ferai monter pour un repas. Qu'en pensez-vous ? » Ça me semble bien, docteur, répondit James d'un ton enthousiaste. Puis il se tourna vers les 5 autres personnes présentes et reprit la parole. Maman, je veux vraiment rentrer à la maison au plus vite pour vous raconter mon rêve. Tandis qu'il parlait, il a brièvement établi un contact visuel avec tout le monde sauf le médecin, et ce contact visuel est resté un peu plus longtemps avec sa mère, Léona. Les 3 adultes comprenaient le sens de ce bref contact visuel. En revanche, pour les 2 enfants, c'était une autre histoire. Bien que Sona ne comprit pas le sens du regard de James, elle comprit que les adultes n'avaient visiblement pas l'intention de poser la question. De son côté, Ria ne fit visiblement pas la même observation. Pourquoi devons-nous attendre d'être à la maison ? Allez, James Coon, dis-le-moi maintenant, supplia Ria en reniflant en secouant James, sa curiosité insatisfaite. Voyant le sourcil de Venelana se froncer, Sona décida de sauver sa meilleure amie de la colère de Venelana. Pour ce faire, elle décida de détourner l'attention de Ria du rêve de James. Écoute, James Coon, Ria est très agressive. Tu devrais rejoindre ma Perry plutôt que la sienne quand nous aurons nos evil pièces. Quoi ? Non, James, tu dois rejoindre ma Perry. Sona te harcèlerait pour que tu suives les règles, cria Ria d'un ton de défi. Le sourcil de Sona se haussa à la déclaration de Ria, mais elle savait qu'elle devait continuer jusqu'à ce qu'une de ses mères leur dise de se taire. Alors que la dispute entre les 2 jeunes femmes continuait, Venelana leva la main vers son front avec exaspération. Ma fille n'est certainement pas stupide, je le sais. Venelana cessa de soupirer et poursuivit. Mais j'aimerais qu'elle réfléchisse un peu avant de parler un peu plus souvent. Juste un peu, en fait. En fait, Ria est plutôt intelligente. Elle est aussi très talentueuse. Même si elle est un peu impulsive. Léona se joignit à la conversation. Mais il faut se rappeler qu'elle n'a que 6 ans. Je suis sûre qu'elle finira par s'en remettre. Soupir, j'espère juste qu'elle grandira et sera plus assidue et travailleuse comme James Coon et Sona-chan, dit Venelana. Elle poursuivit en secouant la tête. Zéoticus et Sirzek la gâtent. Ah, ils aiment vraiment leur petite princesse, hein, dit Léona en riant. Aussi drôle que cela puisse paraître, je pense qu'on devrait arrêter les filles. Le médecin ne semble pas savoir quoi faire, interrompit Rhea. Venelana soupira alors. Applaudir. Ok les filles, ça suffit. En entendant le ton autoritaire de Venelana, Ria et Sona cessèrent immédiatement de se battre et restèrent immobiles, le dos droit. Même James, qui se savait hors d'atteinte des ordres de Venelana, se redressa légèrement au son de ses applaudissements. Voyant la réaction de James, Léona ne put s'empêcher de rire. Je crois que James a encore peur de vous, Lady Gremory. Venelana soupira une fois de plus, se souvenant de l'incident qui avait fait peur à James. Flashback. Il y a 3 ans, au domaine Gremory. James, Ria et Sona jouaient dans le salon sous la surveillance de Venelana Gremory. Comme tous les enfants énergiques, ils devinrent un peu bruyants. Cependant, Venelana n'était pas dans une très bonne journée. Elle avait souffert de maux de tête pendant presque tout l'après-midi. À cause de cela, elle demandait sans cesse aux enfants de faire moins de bruit. Ce qui a fini par... Votre patience est à bout. Applaudir. Venelana applaudit pour attirer l'attention des enfants. Je vous ai demandé de vous calmer pendant presque 2 heures, dit Venelana d'un ton exceptionnellement autoritaire. Puisque vous ne pouvez pas suivre les instructions, je pense qu'il est temps de vous punir un peu. En entendant le mot « punition », Ria se leva. Voyant cela, James et Sona pensèrent qu'elle allait s'excuser et suivirent son exemple. Il leur a cependant fallu un certain temps pour suivre leur exemple. Et c'était une bonne chose, une très bonne chose. Au lieu de baisser la tête et de s'excuser, Ria courut vers la sortie. Comme le suggèrent les résultats, ce n'était pas la bonne attitude. Dès qu'elle atteignit la sortie, Ria dépassa Venelana. Il va sans dire que la tentative d'évasion de Ria ne s'est pas déroulée aussi bien qu'elle l'avait espéré. Dès qu'elle a dépassé Venelana, qui était assise sur un canapé, ils ont attrapé Ria et l'ont suspendue la tête en bas par la cheville droite. Et, suspendue la tête en bas, Ria regarda autour d'elle, perplexe. Finalement, elle croisa le regard de sa mère, peu amusée.
Ria, ma chère, je ne peux que te féliciter d'avoir décidé d'échapper à une punition que tu t'es infligée, dit Venlana d'un ton calme et autoritaire, tenant Ria par la cheville de sa seule main gauche. Je suis désolée, maman. N'utilise pas cette expression pitoyable pour tenter d'échapper à cette punition, dit Venlana d'un ton sévère. Je refuse de te gâter comme le font ton père et ton frère. Après cette déclaration, Venlana leva sa main droite, désormais couverte d'énergie démoniaque. Tandis que Venlana frappait à plusieurs reprises le dos de Ria, James et Sona ne purent rien faire d'autre que de rester immobiles, le regard fixé sur le sol. À chaque gifle et chaque cri, les deux enfants se tordaient de douleur, pensant la même chose. L'Obama vénézuélien est effrayant quand il se met en colère. Fin du flashback. Pendant que Venlana se remémorait ses souvenirs, le docteur fit toutes ses observations. Mademoiselle Alavru, James n'a aucun problème physique. Cependant, je recommanderais quelques jours supplémentaires d'observation, car nous n'avons pas encore trouvé la cause initiale du coma, a conseillé le médecin. Comme le docteur l'expliquait à Léona, dos à James, James secoua frénétiquement la tête, montrant à quel point il était contre le fait de rester au centre médical. Remarquant la réaction de James à la suggestion du médecin, Léona, Venlana et Ria établirent brièvement un contact visuel, transmettant bien plus d'informations que quiconque aurait pu imaginer possible dans ce court laps de temps, avant que Venlana ne parle. Étant donné que le médecin de famille d'Alavru se trouve sur le territoire de Gremory, je pense que nous allons demander à notre propre équipe d'examiner James. Mon bébé semble mal à l'aise ici, a poursuivi Léona là où Venlana s'était arrêtée, je préférerais qu'il ait un peu de temps pour se détendre après avoir traversé quelque chose comme ça. Bien que le médecin fût curieux d'étudier la cause de l'évanouissement de James, il savait qu'il ne pouvait pas forcer les choses. Surtout avec Lady Rhea Citri, l'épouse du seigneur du territoire, debout devant lui. Après un peu plus d'une heure de procédure de sortie, Venlana créa un cercle de téléportation sous le groupe. À mesure que le cercle s'élevait, d'autres personnes à l'intérieur semblaient disparaître. Au moment où le cercle s'élevait au-dessus de la tête de Léona, la plus grande du groupe, qui mesurait 1,75 m, le groupe tout entier, et même le cercle magique, avait disparu. Underwall, territoire de Gremory, manoir Gremory. Dans la salle du manoir, un cercle de téléportation portant le sceau de la maison Gremory apparut au milieu de la pièce et commença à s'élever. À mesure qu'il s'élevait, les silhouettes de 6 personnes, 3 enfants et 3 femmes apparurent. Une fois le cercle magique atteint son apogée, il disparut. S'étirant après la téléportation, James commenta, « La maison de Ritan est bien mieux qu'un hôpital. » Après avoir terminé sa déclaration, James courut vers le canapé le plus proche et s'effondra face contre terre. Voyant une fois de plus les actions inhabituelles de James, Léona établit un contact visuel avec Venlana et Ria avant de reporter son attention sur James. « Chérie, je sens que tu es un peu différent, » commença Léona prudemment, pour ne pas donner de fausses idées à James, avant de poursuivre. « Tu as quelque chose à nous dire, n'est-ce pas, chérie ?» En réponse à la question de Léona, James se redressa et s'assit sur le canapé. Aussitôt, Ria se dépêcha de prendre place à sa droite. Et pour ne pas être en reste, Sona s'assit à sa gauche. Voyant les actions de leur fille, Venlana et Ria échangèrent des regards avant de se tourner vers Léona avec un sourire sur leur visage. « Ara, on dirait que ton James va être un tombeur de femmes, Léona, » plaisanta Venlana en riant. « Eh bien, il a hérité de la beauté de sa mère. » Ria se joignit à la conversation. « J'espère juste qu'il n'est pas aussi insensible aux sentiments des autres que son père. »« Oh, s'il vous plaît, ne me lancez pas là-dessus, » dit Léona en regardant sa paume et en soupirant d'exaspération. « J'ai littéralement dû le frapper à la tête et aux épaules avec un bâton gravé de l'inscription « Je t'aime ». »« Attends, littéralement ?» demanda Ria, surprise. « Je sais qu'il a dit qu'il était un démon avant votre mariage, mais le saviez-vous à l'époque ?» demanda Venlana avec un intérêt apparent. Soupir, « Non, je n'en avais aucune idée » répondit Léona en soupirant. Puis elle poursuivit, « J'étais juste, frustrée, à plus d'un titre. » Venlana et Ria étaient d'accord avec l'explication de Léona avec un sourire entendu. Bref, on s'éloigne du sujet. S'éclaircissant la gorge, Léona tenta de ramener la conversation au sujet principal. Ria, cependant, décida qu'elle s'intéressait à autre chose. Les yeux brillants, Ria fut émue par la déclaration de Léona. Léona Obachan est vraiment géniale. Même avant de devenir un démon, tu pouvais vaincre Cassiel au gisant. Un silence gêné s'installa en réponse à l'exclamation de Ria. James fut le premier à rompre le silence. Levant la main droite pour tapoter la tête de Ria, il dit, « Ritan, je suis content que tu sois jolie. » Ria sourit au compliment de James. Et, James Kun a dit que c'était mignon. Réalisant que Sona était sur le point de mettre fin au malentendu de Ria, James se pencha vers la gauche et lui chuchota à l'oreille. « Alors tant, tu devrais le laisser garder celui-ci, sinon nous ne reviendrons jamais au sujet principal. » Sona fit la moue, mais finit par hocher la tête. Plus attentive que Ria, elle savait que la conversation à venir était importante. Voyant Sona faire la moue, James ne put s'empêcher de la taquiner également. « Alors tant, tu es si mignonne quand tu fais la moue. » Le visage de Sona rougit immédiatement tandis qu'elle détournait le regard et disait « Tais-toi, stupide James Kun » à voix basse. En regardant les enfants interagir, Venlana a commenté « On dirait qu'il a également hérité de votre charme naturel. » À ces mots, Ria se couvrit la bouche et rit. Pendant ce temps,
Léona sourit ironiquement et dit, au moins, Cassiel et moi n'aurons pas à nous soucier d'avoir des petits-enfants. Réalisant que tout le monde était distrait d'une manière ou d'une autre en raison de ses propres actions, James a décidé de prendre une page du livre de jeu de Venlana pour attirer l'attention de tout le monde sur lui. Applaudir. En entendant le son clair, tout le monde regarda vers sa source. James était assis là, l'air sérieux. Mais intérieurement, James souriait. Je comprends maintenant pourquoi Venlana Obama fait toujours ça. C'est incroyable de voir tout le monde prêter attention après ces applaudissements vifs et satisfaisants, se dit James avec joie. Avant de commencer, maman, est-ce que papa vient ici ou rentre directement à la maison, demanda James à Léona. Léona plaça sa main gauche sur son menton alors qu'elle essayait de se souvenir de l'époque de Cassiel. Je suis sûre qu'il compte rentrer directement chez lui. Pourquoi? On devrait rassembler tout le monde pour ça, demanda Léona. James secoua la tête en guise de réponse. Je veux vraiment leur dire. Mais leurs responsabilités les pousseront à agir différemment, à prendre des décisions, qui seraient pour le bien commun. Les adultes froncèrent les sourcils à l'explication de James, avant que Venlana ne demande « À qui fais-tu référence, James Coon ?» James commença à compter sur ses doigts, les tenant l'un après l'autre tandis qu'il énumérait les personnes en qui il avait le plus confiance dans ce monde en plus de celles présentes dans cette pièce. Voyons voir. Zéoticus Ojizama. Sirzek Nizan. Greffiani. Après avoir nommé Greffia, il marqua un instant de réflexion, puis croisa le doigt qu'il venait de lever et poursuivit. Non, Greffiani va bien. Bref, où était-elle? Ah oui, dans Tojizama, et sera Onéchan. Ça devrait être ça, je suppose. Léona, Venlana et Rhea haussèrent un sourcil en voyant la liste des personnes de James. Zéoticus Ojizama, également connu sous le nom de Zéoticus Gremory. Époux de Venlana, père de Rhea et chef de la maison Gremory des 72 maisons piliers. Sirzek Nizan, également connu sous le nom de Sirzek Lucifer. Fils de Zéoticus et de Venlana Gremory, frère aîné de Rhea et actuel Lucifer des 4 grands satans. Dante Ojizama, également connu sous le nom de Dante Citri. Époux de Rhea, père de Sona et chef de la maison Citri des 72 maisons piliers. Sera Onéchan, également connu sous le nom de Serafal Léviathan. Fille de Dante et Rhea Citri, sœur aînée de Sona et actuel Léviathan des grands satans. Ces noms comptent parmi les plus influents des enfers. Léona, Venlana et Rhea comprenaient parfaitement ce que James voulait dire par « Tes responsabilités te feront agir différemment, prendre des décisions, pour le bien commun ». Nous avons une conversation plus silencieuse, en nous regardant dans les yeux. Léona, Venlana et Rhea décidèrent, alors Venlana s'avança et annonça « Je vais contacter Greffia et lui demander de nous rejoindre à la maison des Alavru. Nous poursuivrons cette conversation une fois que tout le monde sera présent. » Chapitre 4, enfin, je suis de retour à la maison. Enfer, territoire de Gremory, domaine d'Alavru. Dans le salon de la luxueuse demeure de la famille Alavru, un cercle magique de téléportation portant la marque de Lucifer apparut sur le sol, dans un coin de la pièce. À mesure qu'il s'élevait, les silhouettes de 3 enfants, un garçon et 2 filles et de 4 femmes apparurent peu à peu. Lorsque le cercle magique de téléportation a atteint son apogée, les 7 personnages ont été révélés. James, le seul garçon du groupe, prit la parole dès la fin de la téléportation. C'est bon d'être à la maison. J'ai l'impression d'avoir été absent pendant des jours. Ce secret que James veut nous révéler va être un choc. Regardez comme mon petit garçon a changé depuis son réveil. Léona commenta les changements radicaux dans la personnalité de son fils. J'aime comment James Coon est maintenant, répondit Rhea en sautant vers James et en lui faisant un câlin. Boudant devant la démonstration d'affection de Rhea, Sona éloigna silencieusement Rhea de James et pinça l'ourlet de sa chemise, puis dit « Moi aussi, j'ai aimé ça ». Souriant aux actions de la fille, Rhea couvrit sa bouche avec le dos de sa main et rit doucement avant de commenter « Ara, James Coon, n'es-tu pas populaire? Quand tu seras grande, tu briseras bien des cœurs. » Venlana se joignit à la conversation, rejoignant Rhea dans les provocations de James. Ce n'est pas la première fois que James est taquiné après que Rhea et Sona lui ont témoigné leur affection devant ses parents. Normalement, James rougissait légèrement lorsqu'une ou les 2 filles le prenaient dans leurs bras. Et, lorsque ses parents commençaient à le taquiner, il baissait timidement la tête ou la tournait sur le côté, essayant de cacher sa rougeur. Cette fois-ci, cependant, les choses étaient très différentes. Après avoir été arrachée à James, Rhea n'était pas contente de Sona. Mais avant qu'elle puisse manifester son mécontentement, James avait déjà commencé à caresser la tête des 2 filles, provoquant un plissement des yeux de Rhea, tandis que Sona baissait la tête, le visage rouge. En plus d'être plus franc, il est aussi devenu plus audacieux et plus affirmé. Du moins, c'est ce qu'il semble, a commenté une belle jeune femme vêtue d'une robe tablier bleue de soubrette française, aux yeux rouges et aux longs cheveux argentés qui lui descendaient jusqu'au bas du dos, avec 2 tresses qui partaient de derrière ses oreilles et descendaient jusqu'à sa poitrine, et une frange qui couvrait ses sourcils. Cette femme, Greffia Lucifuge, est l'épouse du frère aîné de Rhea, Sirzek Lucifer, ainsi que la reine de sa pairie. Si c'est vrai, il sera vraiment un tueur de femmes quand il sera grand, songea Léona. C'est mieux que le bégaiement de Cassiel, quand il parlait à de belles femmes. Eh bien, au moins tu n'as pas à t'inquiéter que Cassiel s'en crée un harem, répondit Rhea. Il est vrai que la plupart des diables de haut rang ont plusieurs épouses pour lutter contre notre faible taux de natalité, a convenu Venlana,
avant d'expliquer davantage. Parfois, j'aimerais qu'il en commence un, murmura Léona en rougissant légèrement, assez fort pour que les autres femmes l'entendent. Enfin, il continue comme ça. Comme le lapin Energizer. Et il joue parfaitement de la batterie. En entendant les murmures de Léona, les yeux de Venelana, Rhea et Greffia s'illuminèrent. Un parfum de bon potin flottait dans l'air. Cette déclaration mit fin à la conversation entre filles. Venelana, Rhea et Greffia se firent toutefois un devoir d'en parler plus tard. Ouais. Quoi de neuf, James, demanda Léona. C'est quoi un harem, demanda James avec curiosité. Bien que James ait reçu des informations sur la culture otaku de Warren Thomas, il était trop jeune pour tout comprendre. Cela ne l'aidait pas à reconstituer les pièces du puzzle, la plupart des protagonistes de harem étant inutilement bornés et peu sur deux. Les 4 femmes restèrent un instant figées avant que Léona ne décide de tenter sa chance. Bien qu'elle n'ait découvert le monde surnaturel que depuis 9 ans, elle a eu largement le temps d'accepter le bon sens. C'est quand un homme ou une femme a plus d'une épouse ou d'un mari. Léona décida de ne pas compliquer les choses et expliqua le phénomène en termes simples. Est-ce que ça veut dire que Sona et moi pourrions épouser James Coon et être ensemble pour toujours, demanda Rhea, la main levée comme une écolière. Après que Rhea ait posé sa question, Sona est devenue rouge avec de la vapeur sortant de ses oreilles. James, de son côté, continuait de sourire, trouvant les réactions de Sona mignonnes. Venelana s'est chargée de répondre à la question de sa fille. Techniquement, c'est vrai. Cependant, pour des raisons politiques, c'est hautement improbable. Mais pourquoi, demanda Rhea en ricanant. Même Sona leva la tête, l'air mal à l'aise. Cette fois, Rhea poursuivit son explication. Il y a plusieurs raisons. D'abord, James Coon est un demi-démon. Alors que vous êtes tous les deux des démons pur sang. Si vous épousiez James, le nombre de démons pur sang n'augmenterait pas. De plus, comme vous êtes tous deux héritiers de vos maisons, vos classes sociales ne correspondent pas, conclut Léona. C'est stupide, dit doucement Sona, visiblement mécontente de la révélation. Soupir, cela signifie-t-il que Sona veut enfreindre les règles, demanda Rhea, légèrement surpris. Non, répondit rapidement Sona, mais cela ne change rien au fait que cette règle est stupide. En entendant cela, Rhea hocha furieusement la tête en signe d'accord. Les réactions de Rhea et Sona au sujet des harems et du mariage firent sourire les 3 mères avec un amusement moqueur. Elles avaient toutes des pensées similaires, qui se résumaient à « elles ne s'en remettront jamais ». Remarquant les sourires presque maniaques sur les visages de Léona, Venelana et Rhea, James pouvait sentir qu'il leur manquait quelque chose. Alors, il est impossible qu'un demi-diable de basse condition épouse un diable pur sang de haute condition, demanda James, par simple curiosité. Cependant, Rhea et Sona ne le voyaient pas de cet œil. James Coon veut m'épouser, pensa Rhea, les yeux brillants à cette pensée. Sona, quant à elle, attendait une réponse à la question de James. Mais l'intensité de son regard témoignait de son engagement envers la réponse. Bien que Rhea et Sona s'intéressaient à la réponse et à ce que cela signifiait pour l'avenir, l'intérêt de James semblait être uniquement de satisfaire sa curiosité. Les filles grandissent beaucoup plus vite que les garçons, pensa Léona en observant les réactions des enfants. Bref, ça veut juste dire qu'elle sera mon bébé encore un moment. Venelana a finalement pris sur elle de répondre à la question de James. Il y a 3 choses qui devront se produire avant que cette option soit viable, James Coon. Venelana leva 3 doigts de sa main gauche et commença à expliquer tout en pliant son annulaire. Tout d'abord, toi, James, tu devras augmenter ta force personnelle jusqu'à atteindre au moins celle d'un être surnaturel de haut niveau. Venelana croisa son majeur et continua. Deuxièmement, vous devrez élever votre classe sociale au moins jusqu'à la classe supérieure. Finalement, il fléchit son index. Cependant, son attention se porta de James vers Rhea et Sona. Enfin, vous 2 aurez besoin d'eux. Avant que Venelana ait pu terminer, Rhea lui tapota l'épaule. Lorsque Venelana la regarda, Rhea secoua simplement la tête, l'air de dire « Tu sais que tu ne peux pas dire ça ». Soupir désolé, les filles, je ne peux pas dire la dernière condition pour l'instant, s'exclama Venelana, exaspérée, avant de murmurer « Foutue connerie politique ». Rhea et Sona boudèrent toutes 2 devant ces informations incomplètes. Mais elles ne harcelèrent pas Venelana pour obtenir des réponses. Après quelques secondes dans cette atmosphère sombre, James dit avec un sourire désinvolte « Eh bien, j'avais prévu de le faire de toute façon ». Cela a amené les filles à mal interpréter ses intentions. James, bien sûr, n'en était absolument pas conscient. Malheureusement pour lui, lire dans les pensées ne fait pas partie de ses capacités. Un autre cercle magique de transport portant la marque de Lucifer apparut dans la pièce peu après la déclaration de James. S'élevant du sol, la silhouette d'un homme apparut. Il mesurait 1,98 mètres, avait la peau mate, des cheveux roux foncés en pointe avec une mèche tombant sur le front, des yeux roses foncés et une barbiche de la même couleur que ses cheveux. Quand James vit l'homme apparaître du cercle de téléportation, il courut vers lui. N'oubliez pas de tenir la main de votre mère en chemin. Dès qu'il fut assez près, tenant toujours la main de sa mère, il sauta sur la poitrine de son père et dit « Bienvenue à la maison, papa ». Après avoir vécu l'enfance de Warren Thomas, grandissant son père, l'amour et l'appréciation de James pour son père se sont multipliés. Alors qu'elle était traînée par James, Léona s'est également retrouvée dans les bras de son mari, Cassiel. Bien que satisfait de la démonstration d'affection de son fils, Cassiel était complètement déconcerté par les actions complètement hors du caractère de James.
Léona, quant à elle, pensait, peut-être que Ria-chan et Sona-chan avaient raison. Ce n'est pas si mal. Après la mini-réunion de famille, l'estomac de James gargouilla bruyamment. Sur ce, Léona décida qu'ils pourraient avoir une conversation importante après le dîner. Une fois leur décision prise, Léona et Greffia se rendirent à la cuisine pour préparer le dîner. Pendant ce temps, Rhea et Venelana discutaient de leurs enfants et d'autres sujets intéressants, tandis que Cassiel jouait à un jeu de société avec James, Rhea et Sona. Au bout d'environ 35 minutes, Léona et Greffia apportèrent le dîner dans la salle à manger. « Ok, il est temps de manger », annonça Léona dès que toutes les assiettes furent placées sur la table à manger. À l'annonce de cette annonce, tout le monde s'est assis à table et a savouré un repas agréable et animé. Léona a même réussi à détendre Greffia pour qu'elle puisse s'asseoir et manger avec tout le monde. Après avoir pris environ 40 minutes pour savourer le repas et 15 minutes supplémentaires pour le dessert, l'atmosphère a pris une tournure plus solennelle, chacun étant curieux de savoir ce que James voulait garder secret. En entrant dans le salon, chacun trouva un endroit confortable pour écouter. Léona et Cassiel s'assirent ensemble sur l'un des 3 canapés de la pièce, Venelana et Rhea sur un canapé placé devant Léona et Cassiel, Greffia derrière Venelana, et enfin, Rhea et Sona sur le dernier canapé. Pendant ce temps, James restait là où leurs lignes de vision se croisaient. Une fois que tout le monde fut installé, James commença. Avant de commencer, Greffiani, dit James en regardant Greffia d'un air sérieux. Si tu écoutes ce que je vais dire à tout le monde, tu dois promettre de n'en parler à personne, pas même à Sirzek ni Izan. Greffia fut surprise d'être mise à l'écart, et encore plus surprise par l'expression sérieuse de James. Cependant, on lui dit que son mari ne devait pas être informé du secret de James. Ne t'inquiète pas, James-kun, je te le promets, répondit Greffia avec un sourire. Tu ne peux pas non plus le dire à Sirzek-sama, Cassiel. Léona insista pour rappeler à son mari que les règles s'appliquaient également à lui. Cet évêque n'était pas autorisé à le signaler à son roi. Ne t'inquiète pas, mon amour, je n'ai pas l'intention de briser la confiance que mon fils a placée en moi, répondit Cassiel avec un sourire. Réalisant que tout le monde était prêt, James commença son récit. Il expliqua que, tout au long de son coma, il rêvait constamment. Il expérimentait la vie d'un autre. La vie d'un humain. La famille monoparentale, abandonnée par le père. Ne dépendant que de sa mère. De l'enfance à l'adolescence, il se battait dans le quartier. Comment sa vie changea au début de l'âge adulte lorsqu'il commença à s'entraîner aux arts martiaux mixtes. Comment il devint combattant professionnel, mais dut mettre sa carrière entre parenthèses en raison de son agressivité excessive, forçant son entraîneur à démissionner. Il passa environ 2 ans et demi à chercher un nouvel entraîneur, puis en trouva un qui le força à s'entraîner au kenjutsu. Comment l'entraînement au kenjutsu contrôla son agressivité. Comment il tomba amoureux de la culture otaku. Et enfin, comment il retourna sur le ring et finit par être tué pour avoir refusé d'accepter un paiement pour combattre. Il leur raconta tout, avec autant de détails qu'il pouvait s'en souvenir. Il mentionna que sa personnalité avait probablement changé parce qu'il avait observé cet homme si longtemps et qu'il pensait qu'être plus extraverti rendrait la vie plus intéressante. Il ajouta aussi qu'il avait été profondément impressionné par tous les entraînements, que ce soit le Muay Thai, la lutte ou le Muso Jikiden et Shinryu, au point que tout l'entraînement mental était déjà terminé et qu'il souhaitait commencer l'entraînement physique dans chacun de ces domaines. Il leur parla enfin de sa nouvelle passion pour la culture otaku. À la fin, 4 heures s'étaient écoulées. Rhea et Sona somnolaient l'une sur l'autre. Cassiel, Léona, Venelana, Rhea et Greffia étaient plongés dans leurs pensées. Cette histoire leur laissait matière à réflexion. Finalement, James s'effondra au sol, visiblement épuisé. Cela sortit les adultes de leurs pensées. Léona dit alors, « Bon, les gars, on va se coucher pour l'instant. Les enfants font la sieste et on a besoin de temps pour digérer ça. » Cassiel acquiesça aux paroles de sa femme et reprit là où il s'était arrêté. « Les gars, vous êtes les bienvenus pour passer la nuit ici si vous le souhaitez. Bref, on va prendre quelques jours pour réfléchir et laisser à James le temps de récupérer. » Tout le monde approuva la suggestion de Cassiel. De plus, tous, sauf Greffia, choisirent de passer la nuit au domaine d'Alavru. Après une journée bien remplie, James a réussi à dormir pour la première fois depuis des jours. Et il en a profité au maximum. Chapitre 5, Décision. Décision. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Cela fait 3 jours que James a révélé le secret de son coma de 3 jours. Le matin du 4e jour, dans sa chambre, on peut le voir endormi, blotti dans les bras de sa mère. Même si Léona pouvait interagir avec les familles Grémory et Citri sans laisser transparaître son anxiété, elle souffrait de cauchemars depuis que James avait perdu connaissance. Pendant le coma de James, ses cauchemars la montraient essayant de vivre sa vie tandis que son fils était incapable de se réveiller. Cependant, depuis sa sortie du coma, ses cauchemars montraient James dormant normalement la nuit et ne se réveillant pas le lendemain matin. À cause de ses cauchemars, alors qu'elle s'endormait d'abord dans sa chambre avec Cassiel, elle se réveillait peu après 1 heure du matin et se rendait dans la chambre de James, avant de le serrer dans ses bras pour apaiser ses craintes. À cause de ses cauchemars, James se réveille dans les bras de sa mère depuis son retour du centre médical Citri. Les cils de James se mirent à battre. Ses paupières s'ouvrirent peu après. La première chose qu'il vit, comme les 3 matins précédents, fut le sein de sa mère. Contrairement à ce qu'il avait imaginé ces 3 derniers jours, lorsqu'il regarda le visage de Léona, des larmes lui montèrent aux yeux.
Paniqué à la vue des larmes de sa mère, James commença à se débattre et à crier. Maman, maman. Tu vas bien? Pourquoi pleures-tu? Sentant James lutter et entendant sa voix, Léona commença à se réveiller. Regardant son fils dans ses bras avec stupeur, elle vit l'effroi dans les yeux de James. Aussitôt, sa somnolence disparut. James, chéri, que s'est-il passé? Je te serrais trop fort, demanda Léona, inquiète. James hocha la tête en guise de réponse, puis reposa la question. Ça va? Pourquoi pleures-tu? Surprise par la question de James et l'inquiétude qu'elle pouvait voir dans ses yeux, Léona porta sa main à son visage et sentit les larmes sur son visage. Ne t'inquiète pas, chérie. Je faisais juste un cauchemar, répondit Léona avec un sourire. En entendant cela, James serra Léona fort dans ses bras et dit, Maman, je suis désolé. Je ne dormirai plus comme ça. À la déclaration de James, Léona ressentit une douce chaleur dans son cœur. Ce sentiment était teinté de choc. De surprise que James puisse comprendre la source de ses cauchemars. Devant la porte de la chambre de James, Cassiel s'appuie contre le mur, écoutant la mère et le fils se réconforter. James pleurait frénétiquement en voyant les larmes de sa mère réveiller Cassiel. Même si James n'était pas particulièrement bruyant, comme un démon, et encore moins à l'arrière, Cassiel pouvait l'entendre de l'autre côté du couloir. Dieu merci, tu es revenu, James. Nous aurions tous les deux été brisés si tu n'étais pas revenu, murmura Cassiel. 8 heures plus tard. Dans environ 1 heure, tous ceux qui avaient été informés des circonstances du coma de James se réuniraient à nouveau. Pendant que Léona préparait le dîner dans la cuisine, James et Cassiel étaient assis l'un en face de l'autre dans le bureau de Cassiel, en pleine conversation père-fils. Papa, je veux commencer à m'entraîner et à faire un travail démoniaque dès que possible, dit James avec conviction dans son ton et son expression. En entendant cela, Cassiel se souvint de ce que Léona lui avait dit à propos de la curiosité de James en matière de harem. Avec un sourire moqueur, Cassiel demanda, Oh, tu comptes attaquer Ria ou Sona? Ou peut-être les deux? James rougit à la question de Cassiel, mais ignora son embarras, pour la plupart. Secouant la tête en réponse à la question, James commença à dire à son père ce qu'il en pensait, riant et sautant sur mes amis. Mais James cessa de parler. Il n'était ni assez âgé ni assez expérimenté pour exprimer ses pensées. Frustré par son incapacité à exprimer ses sentiments, James serra les poings et se mit à pleurer. Heureusement, Cassiel était là pour le calmer et l'aider à s'exprimer. Tu veux ressentir la même chose, n'est-ce pas? Demanda Cassiel, son expression moqueuse remplacée par une expression de fierté. James hocha la tête en guise de réponse et répondit à la question de Cassiel. C'est vrai? Voyant l'expression de James, Cassiel décida de tester la détermination de son fils à être sur un pied d'égalité avec Ria et Sona. Alors, James, as-tu décidé quel péri tu rejoindras lorsque Ria-chan et Sona-chan seront assez vieux pour recevoir leur evil pièce? James secoua la tête, visiblement incertain de qui il devait choisir. Pourquoi veux-tu rejoindre l'un de tes nobles? Demanda Cassiel, guidant doucement son fils vers une réponse qui le conduirait véritablement à devenir comme les filles. Pour que je puisse les aider, répondit James sans hésitation. Je vois. Cassiel hocha la tête. Puis il posa sa question suivante. Pourquoi dois-tu choisir? Tu comptes n'en aider qu'un seul? Les yeux de James s'écarquillèrent. Il ne savait pas comment répondre à ces questions. Cassiel, lui, n'avait aucune intention de s'arrêter. Au fait, pourquoi dois-tu rejoindre l'un de leurs nobles? Tu veux dire que tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'appartiens pas à leur noblesse? Il y avait encore 2 autres questions auxquelles James n'avait pas de réponse. Tu veux être comme eux, n'est-ce pas? Demanda Cassiel. Encore une fois, sans hésitation, James hocha la tête et répondit, oui. Peux-tu vraiment être considéré comme son égal si tu deviens l'un de ses serviteurs? Demanda Cassiel avec un peu plus d'intensité qu'auparavant. Populaire. Le paysage mental de James. Une paire d'yeux s'ouvrit avant de se fermer peu de temps après. Ce n'est pas suffisant, dit une voix grave et âgée. Mais ça ne devrait pas prendre longtemps. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru, bureau de Cassiel. Après la dernière question de Cassiel, James sentit ses émotions s'agiter. Un serviteur peut-il être l'égal de son maître? Se demandait James. Il n'est arrivé qu'à une seule conclusion. Non. En entendant la réponse de James, Cassiel sourit largement. Alors, que dois-tu faire? Demanda Cassiel. L'expression déterminée de James laissa place à la confusion. Se grattant la nuque, il répondit d'un ton hésitant. Créer mon propre titre? C'est vrai, répondit Cassiel, son sourire s'élargissant encore plus. À ce moment-là, la voix de Léona se fit entendre en provenance de la salle à manger. Cassiel, James, tout le monde est là et le dîner est prêt. Venez à table. J'arrivais, cria Cassiel à Léona, puis dit à James, on continuera plus tard, d'accord? James hocha la tête en réponse, puis les deux se levèrent et commencèrent à marcher vers la salle à manger. 2 heures plus tard. Après le dîner, le groupe se retrouva dans le salon. La disposition des sièges était la même que la dernière fois, sauf que cette fois, James était assis entre Ria et Sona. Une fois la conversation terminée, c'est Léona qui a abordé le sujet principal. Alors, que pensez-vous tous des révélations d'il y a quelques jours? Venelana, Ria et Greffia échangèrent des regards avant que Ria ne parle. Honnêtement,
cette histoire était difficile à assimiler, dit Rhea d'un ton incertain, avant de poursuivre. Enfin, est-ce qu'une âme conserve ses souvenirs pendant le cycle de réincarnation? Si oui, quel impact cela aura-t-il sur James Coon? Ces questions me taraudent depuis que j'ai entendu l'explication de James. En entendant les questions de Rhea, Léona, Cassiel et Greffia, même si elles ne le montraient pas ouvertement, elles commencèrent à paniquer. L'idée du pire scénario possible envahit leurs esprits. Venelana, le démon le plus vieux et le plus expérimenté de la pièce, mit fin à ses pensées dangereuses. Eh bien, pour répondre à tes questions, Rhea sent, si l'âme de James a conservé des souvenirs de sa précédente incarnation, c'est tant mieux pour lui. Sortant de son cycle de pensées négatives, Léona s'est lancée dans son exploit et a demandé, Venelana-sama, pourriez-vous nous éclairer? Soupir, tu es aussi têtu que Greffia et Cassiel. Au moins, l'excuse de Greffia selon laquelle, ce serait inapproprié pour une femme de chambre, tient la route, mais toi, dit Venelana en lançant un regard noir à Cassiel. Cassiel ne pouvait que détourner le regard et se gratter la joue avec embarras. Sans prêter attention à Cassiel, Venelana se tourna vers Léona et lui lança un ultimatum. Léona, ma chère, je ne t'expliquerai que si tu promets de supprimer le suffixe « sama ». Léona accepta immédiatement. Son entêtement ne signifiait rien comparé au bien-être de James. Oui, Venelana sans, répondit Léona sans honte. Venelana hocha la tête au changement de direction de Léona. Puis elle poursuivit son explication. Ce ne serait pas la première fois qu'un phénomène semblable à celui que Réassan a supposé se produit, même si c'est rare. Après avoir laissé cela pénétrer pour tous ceux qui voulaient comprendre, Venelana a continué. S'il est vrai que James a conservé les souvenirs de sa précédente incarnation, alors avec le temps, les souvenirs qui ne lui ont pas laissé une forte impression finiront par s'estomper. À mesure qu'ils s'estomperont, l'énergie qui les contenait renforcera son âme. Que signifie renforcer l'âme? Demanda Greffia avec curiosité. À mesure que l'âme devient plus forte, son potentiel augmente proportionnellement, répondit Venelana. Les adultes, à l'exception de Venelana, laissèrent échapper un soupir collectif. Y a-t-il un moyen de vérifier la véracité de la situation? Demanda Cassiel avec une certaine anticipation. Je suis sûr qu'Ajuka-kun pourrait suivre la force d'une âme, mais veux-tu vraiment que quelqu'un avec autant d'autorité le sache? Demanda Venelana. En entendant cela, tout le monde se tut. Bref, qu'est-ce que vous voulez faire? Demanda Rhea à Cassiel et Léona, brisant le silence tendu. Cassiel a profité de l'occasion pour répondre à cette question, car lui et James venaient de parler de ce que James voulait. J'ai discuté avec James de ce qu'il comptait faire de toutes ces informations juste avant votre arrivée, dit Cassiel, marquant une pause avant de poursuivre. James veut utiliser ses connaissances héritées du combat au corps à corps et de l'escrime pour commencer son entraînement. Il veut aussi commencer à travailler avec les démons dès que possible. Tu sembles pressé, pourquoi veux-tu commencer si tôt? Demanda Rhea pour satisfaire sa curiosité. Avec un sourire moqueur, Cassiel regarda James avant de répondre à la question de Rhea. Parce qu'il veut être avec Rhea-chan et Sona-chan sur un pied d'égalité. Après que Cassiel ait fini, non seulement James, mais Rhea et Sona ont également rougi. Papa, cria James pour cacher son embarras. Les femmes présentes ont ri. Elles trouvaient tout cela adorable. Bien sûr, puisqu'il veut être égal, il a également décidé qu'il ne rejoindrait aucun de ses pairs, continua Cassiel, ce sourire moqueur s'élargissant encore plus. En entendant cela, l'embarras de Rhea et Sona disparut instantanément. Ils furent remplacés par un profond dégoût, leurs regards se fixant sur James. Papa? Gémit James sous le regard des deux filles à côté de lui. Chapitre 6, faites-le vous-même. Après la révélation des volontés de James, les adultes impliqués planifièrent sa formation. Avant de commencer, il dut calmer les deux héritiers du clan assis de chaque côté de lui. Lorsqu'ils apprirent qu'ils ne souhaitaient plus rejoindre la Pairie, Rhea et Sona entrèrent en colère. Bien qu'ils considéraient James comme un ami sincère, ils ne pouvaient lutter contre leur nature démoniaque, car les démons sont des créatures du péché. La cupidité accentua leur désir d'avoir James comme Pairie. Après 2 heures d'explications, d'excuses et de caresses, James parvint à apaiser Rhea et Sona. Tous trois jurèrent également de conquérir les rating games. Jeux de notation, une forme de divertissement dans la société démoniaque où les nobles mesurent leur force et leur intelligence dans des jeux de guerre simulés aux règles variées. Ces jeux servent également aux démons à exprimer leurs tendances les plus destructrices, ainsi que leur désir inné de conquête. Quant à l'entraînement de James serait responsable de son propre entraînement au combat au corps à corps et au kenjutsu. Il se souvenait de les avoir déjà entraînés, mais Cassiel le superviserait. Sa seule mission était d'empêcher James de surmener son corps en développement. Il servirait également de partenaire d'entraînement jusqu'à ce qu'il ne soit plus qualifié. Grâce à sa capacité de lignée et au renforcement de la pièce de l'évêque, Cassiel est devenu un combattant à longue distance au fil des siècles. Malheureusement, ses compétences au corps à corps sont bien inférieures à ses compétences en combat à distance. Venelana et Rhea prirent en charge l'éducation des enfants. Il bénéficiait de l'enseignement dispensé par certains des meilleurs éducateurs du monde souterrain, dans des cours portant sur l'histoire, la géographie et la politique du monde du diable, les différents clans, les différentes races, les différents royaumes et panthéons, l'histoire et la géographie du monde humain, les mathématiques, les sciences, l'étiquette, la danse de salon, la théorie des échecs et bien d'autres sujets qu'il souhaitait apprendre. Pour ce qui est de l'entraînement magique, Greffia et Sorafal, la sœur aînée de Sona, prirent les choses en main.
Bien que Sœur Afal n'ait pas assisté à la réunion, elle a pris leur plan d'entraînement après que Sona les eut révélés. Une erreur qu'elle commence à regretter, l'amour impitoyable de Sœur Afal pour sa sœur est parfois insupportable. Cependant, Sœur Afal, comme Greffia, est considérée comme l'une des plus puissantes magiciennes parmi les diables. Et pour contrôler l'énergie démoniaque, James a créé sa propre routine d'entraînement, s'appuyant sur sa connaissance approfondie de la culture otaku surnaturelle. En feuilletant des montages d'entraînement tirés de nombreux mangas, animes, light novels et même de fanfictions de combats de super-pouvoirs, il a trouvé quelques méthodes qui lui semblaient efficaces. Et en plus, elles étaient superbes. Une fois tous les plans établis, le programme des enfants fut finalisé peu après. L'entraînement et l'éducation auraient lieu du lundi au vendredi. Les samedis et dimanches seraient réservés aux enfants pour se détendre et s'amuser. D'autre part, Leona rejoindrait le cours de magie démoniaque avec les enfants et travaillerait avec James lorsqu'il s'entraînait au contrôle de l'énergie démoniaque. Pendant les 2 années suivantes, James suivra un programme fixe. Se réveillant à 6 heures du matin, James s'entraîna à contrôler son énergie démoniaque pendant 2 heures. Comme indiqué précédemment, il avait choisi une méthode d'entraînement inspirée de ses souvenirs d'un roman de fanfiction. Enduisant un doigt d'énergie démoniaque, Leona et lui le plongeaient lentement dans une bassine d'eau afin de le garder au sec sans perturber l'eau. Inutile de préciser qu'ils passèrent beaucoup de temps à nettoyer avant de maîtriser le contrôle de l'énergie. Après environ 22 mois, James et Leona étaient capables d'utiliser n'importe quelle partie de leur corps pour interagir avec l'eau sans provoquer d'ondulation. De plus, ils pouvaient plonger la main dans un seau d'eau et en extraire une bulle, puis l'utiliser pour jouer à chat perché ou faire une bataille de ballons d'eau. Après avoir vu les progrès réalisés par le duo mère et fils dans le contrôle du pouvoir démoniaque, les rois de leur cercle ont utilisé la méthode d'entraînement de James pour tester et ensuite améliorer le contrôle de l'énergie démoniaque chez leurs compagnons. À 8 heures du matin, James s'est arrêté pour prendre son petit déjeuner. À 8h30, James se rendait au terrain d'entraînement du domaine à Lavru pour travailler son corps et ses techniques de combat au corps à corps. Pendant la première heure, James travaillait son endurance, sa souplesse et sa force. Les 2 heures suivantes, il s'entraînait au combat. Les lundis et mercredis, il s'entraînait au Muay Thai et à la lucha libre. Les mardis et jeudis, il pratiquait le Muso Jikiden et Shinryu. Et le vendredi, James et Cassiel s'entraînaient. La dernière heure était consacrée au rafraîchissement et à la toilette. De 11h30 à 12h30, James a pu se détendre. Il passait habituellement cette pause à lire des mangas. 12h30 c'était l'heure du déjeuner. À 13h, James rejoignait Ria et Sona pour apprendre les matières que Venelana et Ria jugeaient nécessaires à leur éducation et à leur statut social. Sona était la seule à vraiment apprécier ce moment de la journée. Au bout de 3 heures, à 16h, ils faisaient une pause pour s'amuser et jouer ensemble. Ils jouaient généralement aux échecs ou à d'autres jeux de société. À 17h, dès qu'il y avait du temps libre, tout le monde se réunissait pour dîner. Bien que les familles aient toujours été proches, après avoir passé tant de temps à se réunir pendant 2 ans, elles se sentaient davantage comme une seule famille que comme 3. Après le dîner à 18h, Greffia et Sœur Afal entraînaient James, Ria, Sona et Leona à la magie pendant 3 heures. Le fait que l'énergie démoniaque et l'imagination soient les clés essentielles pour lancer la magie démoniaque fut la première chose que Greffia et Sœur Afal enseignèrent à leurs nouveaux élèves. Et cette leçon transforma complètement le côté otaku de James. Il promit de recréer la foulée rapide et les sorts de Kido de Bleach. Inutile de préciser que personne ne comprit de quoi il parlait. Ria, en revanche, trouvait ça cool. À 21h, les cours et l'entraînement se terminaient. Chacun rentrait chez soi pour se détendre et se reposer, avant de répéter l'opération le lendemain. Les samedis et dimanches, James passait son temps à se détendre. Il lisait des mangas, regardait des animes avec Ria et parfois Sœur Afal, jouait aux échecs avec Sona ou se promenait avec ses parents. Il enseignait même à Ria et Sona son exercice de contrôle de l'énergie démoniaque pour qu'elles puissent se battre dans l'eau. James adorait ses week-ends tranquilles. Oui, il l'a fait. Jusqu'à ce qu'il en ait assez des mangas, des romans et des animes disponibles dans ce monde. 1 mois et demi après le début de la formation. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Pourquoi est-ce que tant d'ECES livres sont nuls, rugit soudain James, jetant le manga qu'il venait de lire par terre dans sa chambre. James-kun, pourquoi fais-tu autant de bruit quand tu lis un manga, demanda Ria, un peu mécontente de cette soudaine explosion. Sérieusement, James-kun, ça arrive à chaque fois que Ria et moi commençons une partie d'échecs ces derniers temps, le gronda Sona en ajustant ses lunettes, les faisant clignoter momentanément. C'est trop cool, pensa Ria en regardant ce moment digne d'un dessin animé. Je parie qu'elle pense, c'est trop cool, pensèrent James et Sona simultanément en regardant Ria avec des sourires moqueurs. En voyant leur sourire, Ria commença à rougir. Elle ne savait pas exactement à quoi ils pensaient, mais voir leur sourire la gênait pour une raison inconnue. Toussant pour cacher son embarras, Ria demanda à James d'un ton un peu effronté, si tout ce que tu veux faire c'est te plaindre, pourquoi ne fais-tu pas ton propre manga? Boum. À cet instant, ce fut comme si une bombe avait explosé dans l'esprit de James. Une bombe qui ouvrait tant de possibilités. Une bombe qui allait changer le monde tel que nous le connaissions. Non, ce n'était pas si exagéré. Mais cela a donné une idée à James. ETCCDIA, s'exclama James. Dans son excitation, James courut vers Ria, la souleva de sa chaise, la fit tourner dans ses bras et l'embrassa sur la joue.
Ria est devenue si rouge qu'on ne pouvait plus dire où son visage s'arrêtait et où ses cheveux commençaient. Dès que James a commencé à serrer et à embrasser Ria, Sona a commencé à faire la moue. Je pensais la même chose, pourquoi ne l'ai-je pas dit à voix haute, pensa Sona, se reprochant son retard. Avant que Ria ou Sona ne puissent réagir davantage, James laissa tomber Ria au sol et sortit en courant de la pièce. Bien que son rougissement n'ait pas encore disparu, lorsque Ria vit la moue de Sona, elle lui adressa un sourire suffisant. Elle va me forcer à la frapper au visage, pensa Sona en serrant les dents et en serrant les poings. Pendant ce temps, dans la chambre principale de la propriété, Cassiel et Léona étaient blottis dans leur lit en train de regarder un film. Soudain, James claqua la porte et cria « Je veux dessiner mon propre manga ». Voyant l'expression vide sur le visage de ses parents, James recula. Il repassa la porte ouverte et la referma derrière lui. Cassiel et Léona ont regardé à nouveau le film comme si de rien n'était. Toc, toc, toc. Maman, papa, est-ce que je peux vous parler de quelque chose demanda poliment James après avoir frappé à la porte. Après un moment de silence, il entendit la voix de sa mère lui donner la permission d'entrer. Ouvrant la porte avec précaution, essayant de ne pas faire trop de bruit, James se dirigea vers la tête du lit de ses parents. Alors tu ferais mieux de trouver une bonne idée de manga. Si c'est juste une de tes impulsions habituelles, je transformerai l'entraînement au combat en cours pendant 2 semaines, menaça Léona en plissant les yeux. James frissonna et sentit une sueur froide se former dans sa nuque face à la menace totalement implacable de sa mère. James prit une profonde inspiration et rassembla ses pensées. Je veux faire certains des mangas populaires qui sont sortis de ma vie passée, a déclaré James en regardant nerveusement ses parents. Cassiel et Léona levèrent un sourcil, l'intérêt étant apparent dans leurs expressions. Remarquant cet intérêt apparent, James décide de battre le fer tant qu'il est chaud. Ce que je veux faire en premier, c'est que l'un des personnages ait un super pouvoir très similaire à la capacité de notre lignée. En voyant la réaction de son père à cette déclaration, James savait que Cassiel était d'accord avec son idée. Mais, à vrai dire, l'opinion de Cassiel n'avait que peu d'influence sur l'ordre des choses. Pourquoi ? Parce que Cassiel est ce qu'on appelle un mari dominateur. Tant qu'il n'y aura personne d'autre que les membres de la famille à Lavru, Léona aura le dernier mot sur la plupart des questions. Les yeux se rétrécirent, Léona ouvrit la bouche. James, chéri, je suis prêt à te promettre 2 choses. James se redressa, attendant l'état de Léona. Tout d'abord, si tu commences, tu ne peux pas abandonner à mi-chemin. Je ne tolérerai pas que mon fils abandonne. Léona s'exprima avec une férocité déconcertante. Rien à voir avec ta douceur et ton attention habituelle. Compris ? James hocha la tête avec détermination. Deuxièmement, tu ferais mieux de faire de ce manga le meilleur possible. Si je te prends pour un idiot, tu n'en supporteras pas les conséquences. Oui, madame, compris. En entendant James accepter ces 2 conditions, le comportement de Léona est revenu à sa personnalité aimante normale. Alors, il vaut mieux te trouver un professeur d'art plastique et du matériel de dessin, déclara Léona joyeusement. Ça te prendra un week-end. Tu devras faire avec. À partir du week-end suivant, et pendant 6 mois, James passa ses dimanches à perfectionner ses talents artistiques. Au bout de 2 ans, il était prêt à commencer à produire son manga. Chapitre 7, 2 grandes révélations. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Les 2 années d'apprentissage de la propreté sont terminées, et James a maintenant 8 ans. Depuis 12 jours, James travaille avec Cassiel pour créer sa propre empreinte spirituelle qui interagira avec sa lignée. En tant que demi-démon, James aurait dû avoir besoin de plus de temps pour rassembler suffisamment d'énergie spirituelle pour créer sa marque. Heureusement, la théorie de Rhea selon laquelle James réveillait des souvenirs de sa vie passée était vraie. Ces 2 dernières années, James avait peu à peu oublié des détails de la vie de Warren Thomas, alias Ner Samurai. À mesure que ses souvenirs s'estompaient, son âme se renforçait, comme Venelana le leur avait prédit. L'augmentation de l'énergie spirituelle de James fut une agréable surprise, même si, rétrospectivement, on aurait dû s'y attendre. Quoi qu'il en soit, les plans de Cassiel pour enseigner à James la marque spirituelle ont été renforcés en conséquence. Lorsque Cassiel découvrit que James possédait suffisamment d'énergie spirituelle pour créer la marque spirituelle, il annula son entraînement d'arts martiaux, à l'exception des séances hebdomadaires. Les 4 autres jours d'entraînement étaient spécifiquement consacrés à la création de la marque. Flashback. Il y a 12 jours. Cassiel a expliqué, pour créer une marque spirituelle fonctionnelle, il faut créer une image qui agit comme un déclencheur. Quelque chose à laquelle vous pensez instinctivement lorsque vous utilisez la capacité et prononcez le mot déclencheur. Avec cette image, vous devriez pouvoir la dessiner avec votre énergie spirituelle, dans votre domaine spirituel, ou, comme vous aimez l'appeler, dans votre paysage mental. En écoutant l'explication de Cassiel, James prit un moment pour en digérer le sens. Après avoir absorbé l'information, James ferma les yeux et une image lui vint rapidement, un katana à qui il manquait la moitié de sa lame, des pétales éparpillés à sa place. Ok, papa, je crois que j'ai compris ma photo, dit James après avoir ouvert les yeux. Oh, c'était rapide, dit Cassiel en haussant un sourcil de surprise, avant de continuer, je suppose que cela ne devrait pas être une surprise avec tous ces cours d'art, ils ont vraiment dû en valoir la peine. En entendant les éloges de Cassiel, James sourit d'un air suffisant. Mais tu t'avances trop vite. Cassiel versa rapidement un seau d'eau glacée sur l'arrogance de James. Tu dois d'abord accéder à ton espace mental.
À cela, James se sentit immédiatement découragé. Fin du flashback. Après ce jour, James passa 8 jours à essayer d'accéder à son espace mental. Cependant, une fois ce jour atteint, il se heurta à un autre obstacle, il ne pouvait pas utiliser son énergie spirituelle pour dessiner un motif aussi complexe. Il s'avère que maîtriser son énergie spirituelle demande beaucoup d'efforts. James passa les 3 jours suivants à faire de son mieux pour laisser son empreinte spirituelle. Il essaya de dessiner lentement et soigneusement, mais les premières parties du dessin se dissipèrent. Le même phénomène se produisit lorsqu'il essaya de le dessiner en séance. Il ne parvint pas à le dessiner très rapidement, car déplacer l'énergie spirituelle était trop épuisant. Il essaya même d'utiliser ses images mentales pour laisser une trace avec son énergie spirituelle, et échoua lamentablement. Et aujourd'hui marque le 12e jour depuis qu'il tente d'éveiller ses capacités de lignée. Après la séance d'entraînement habituelle, James s'assit en tailleur sur le terrain d'entraînement, s'arrachant les cheveux de frustration. « Pourquoi est-ce si difficile ?» demanda James d'un ton rhétorique. Cassiel, assis en face de James, rit en entendant les cris de son fils. « Tu pensais que ce serait facile, fiston ?» demanda Cassiel en souriant. « Si ça avait été le cas, ça n'aurait pas pris 3 mois. » James gémit à la déclaration de Cassiel. Voyant la frustration de James, Cassiel changea de ton pour quelque chose de plus réconfortant et dit « L'énergie spirituelle fait fondamentalement partie de votre âme, et manipuler les âmes ne sera jamais facile. » Bien que James ait entendu la consolation de son père, il n'a enregistré qu'un seul mot. Simple. 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 James a commencé à marmonner le même mot encore et encore. Voyant l'état actuel de James, Cassiel resta silencieux. On dirait qu'il a une révélation, pensa Cassiel. En fait, James avait compris. Du moins, il l'espérait. Bien qu'il marmonnât pour lui-même, son esprit était un peu plus actif. Il dessinait actuellement une nouvelle marque spirituelle. Il avait abandonné l'idée de combiner un katana et un pétale. À la place, il dessina le kanji du chiffre 6, entouré des coins d'un losange. Le symbole de la 6e équipe du Gotei 13. Dès que James porta son dernier coup, la marque s'illumina vivement. Après s'être abaissée, elle s'éleva haut et était confortable. Une fois le dessin terminé et l'image figée dans son esprit, James cessa de marmonner et prit son épée d'entraînement avant de se lever. Fermant les yeux un instant, James plaça la marque spirituelle au centre de l'épée en bois, puis rouvrit les yeux et prononça les mots déclencheurs. Dispersez-vous, Sambon Akura. Dès que les mots déclencheurs furent prononcés, l'épée d'entraînement de James commença à se briser à la pointe. En se détachant de la lame, les morceaux, en forme de pétales de cerisier, prirent une teinte rose bordée d'une nuance plus foncée. James observait ce phénomène avec joie. Son visage illuminé par la lueur des pétales, son sourire habituellement éclatant prenait une toute nouvelle dimension. Cassiel, quant à elle, était stupéfaite. Il venait de dire que ce n'était pas facile et que cela avait pris 3 mois. Rien qu'à y penser, elle sentit son visage s'échauffer. « Tu plaisantes, 12 foutus jours ? Sérieux ?» Cassiel était en désordre, se posant sans cesse la même question. Heureusement pour lui, James était trop préoccupé par le nuage tourbillonnant de pétales de fleurs de cerisier pour remarquer la crise existentielle de Cassiel à ce moment-là. Après que la joie de James, après l'éveil de sa lignée, se fut un peu dissipée, il pointa la poignée de son épée d'entraînement vers l'un des mannequins d'entraînement dans la cour. Dans ce but, le nuage de pétales lumineux jaillit dans la direction indiquée par la poignée de son épée, détruisit complètement le mannequin. Lorsque les pétales s'approchèrent du mur du terrain d'entraînement, ils se divisèrent en 2 flots et commencèrent à se déplacer parallèlement au mur avant de revenir vers James et de fusionner à nouveau en un seul nuage. Dès que le nuage s'est approché de la poignée étendue de l'épée, ils ont commencé à se redresser doucement pour reconstruire la lame de l'épée d'entraînement. Une fois la reconstruction terminée, James examina son épée. Ne constatant aucun dommage structurel à la lame, il l'abaissa. « Heureusement que c'est vendredi, » dit Cassiel, brisant le silence. « Il faudra faire la fête ce soir. Et comme il n'y a pas d'entraînement demain, on pourra faire la fête toute la nuit. » En entendant cela, James sourit autant que lorsqu'il avait activé Sambon Akura pour la première fois. « Oui » s'exclama James avec joie. Devant le sourire heureux de James, Cassiel ne put s'empêcher de lui rendre son sourire. Mais avant de se laisser emporter par le bonheur, Cassiel donna quelques instructions à James. « Très bien, il faut faire quelques tests avant de pouvoir en rester là, » dit Cassiel, attirant l'attention de James avant de poursuivre. « J'ai besoin que tu testes ta puissance destructrice avec Sambon Akura, une épée et tes mains nues. J'ai aussi besoin que tu testes ta portée maximale et ta portée effective avec Sambon Akura. » En tant que membre de la noblesse de Sirzek, Cassiel dispose d'un équipement d'entraînement de pointe. Tout le matériel nécessaire pour améliorer votre endurance, comme pour la mettre à l'épreuve. « Compris, papa » répondit James avec enthousiasme. « Bien. » Cassiel hocha la tête avec satisfaction et se tourna pour partir. En s'éloignant, il dit « Je raconterai à ta mère tes réussites et la fête. N'oublie pas de noter tes résultats. On aura de quoi se vanter plus tard ce soir. » Dès que Cassiel a quitté le camp d'entraînement, James a commencé ses tests et a enregistré les résultats. 17h, heure du dîner. Enfer, territoire de Grémory, domaine de Grémory. Alors que la pause avant le dîner touche à sa fin, James, Ria et Sona se dirigent vers la salle à manger. « Et, est-ce que l'un d'entre vous sait ce qui s'est passé ?» demanda Ria avec curiosité.
c'est la première fois que les cours de magie de Greffia sont annulés, n'est-ce pas? En entendant la question de Ria, James sourit simplement. Sona, remarquant le sourire de James, réfléchit profondément. Il a dû se passer quelque chose de bien, devina Sona après y avoir réfléchi un instant. Et vu la façon dont ce type sourit comme un idiot, ça doit être lié à lui. Ria se tourna vers James après avoir entendu l'analyse de Sona. Voyant son grand sourire, elle fit la moue. James, si tu sais quelque chose, dépêche-toi de me le dire, supplia Ria en saisissant le bras de James. Voyant les actions audacieuses de Ria, Sona se dit, elle sait que ça ne marchera pas, elle invente juste une excuse pour le garder. TCH. Ayant entendu Sona claquer la langue avec agacement, James et Ria tournèrent leur attention vers elle. James avait l'air perplexe, tandis que Ria affichait un sourire suffisant. Voyant le sourire de Ria, Sona serra les dents de manière audible. Voyant des signes de dispute, James retira le bras de Ria et commença à caresser leurs deux têtes. Je peux discuter de la façon dont vous montrez que vous vous appréciez, mais si nous ne nous dépêchons pas, nous serons en retard pour le dîner. Comme toujours, Ria plissa les yeux de plaisir, tandis que Sona baissait la tête, gênée, tandis que James commençait à lui caresser la tête. Après un bref instant, James cessa de la caresser et se remit à marcher. Dès que Ria et Sona sortirent de leur torpeur, ils se regardèrent un instant, puis se retournèrent et reniflèrent simultanément, avant de courir pour rattraper James. Bientôt, le trio arriva dans la salle à manger. En entrant, ils remarquèrent qu'il y avait plus de visages que d'habitude. Habituellement, les personnes présentes au dîner étaient Leona, Venlana, Rhea, James, Ria, Sona et Greffia et ou Sorafal, selon la personne qui donnait le cours de magie ce soir-là. Mais aujourd'hui, toutes les personnes mentionnées ci-dessus étaient présentes. Zéoticus Grémory, Dante Citri et Sirzek Lucifer étaient également présents à table. Père, grand frère, il doit se passer quelque chose d'important si vous êtes là tous les deux, dit Ria en se dirigeant vers sa famille. Soupir, Ria, même pas un mot de bienvenue, demanda Zéoticus avec un soupir exaspéré. Ça fait 2 ans, ton étiquette est toujours aussi lamentable. Ah, papa, on est de la même famille. Est-ce que toute cette étiquette est nécessaire maintenant? L'interrompit Sirzek, puis se tourna vers Ria pour poursuivre. Ça fait un bail, Ria. Je suis content que tu ailles bien. Avant que Ria ne puisse répondre, Zéoticus continua de le harceler. Ria doit travailler plus dur pour se comporter comme un chef de clan. En écoutant son père, Ria ne pouvait que serrer les dents et les poings. Ça suffit, ma puce. Ce soir, c'est la fête. Venelana, qui en avait assez vu, intervint à son tour. Pendant ce temps, Sona saluait également ses parents et sa sœur. Cependant, au lieu de se laisser réprimander par ses parents, Sorafal serra Sona dans ses bras, une démonstration d'affection exagérée. La salutation de James à ses parents était la seule normale. Après quelques échanges, Eoticus, le maître de maison, tapota doucement son verre avec sa fourchette. Puis il se leva et commença à parler. Avant de commencer à manger, j'ai 2 bonnes nouvelles à vous annoncer. Sirzek, s'il vous plaît. Dès que Zéoticus lui fit signe, Sirzek se leva et se dirigea vers sa femme, à côté de Greffia, et lui prit doucement la main. Je suis heureux de vous annoncer à tous que Greffia et moi allons être parents, a déclaré Sirzek avec un sourire. Greffia souriait également joyeusement avec sa main libre caressant son abdomen. Après un moment, la salle a commencé à crier des félicitations. Le plus bruyant appartenait à Ria. Ça veut dire que je vais être tante, non, s'écria-t-elle, tout excitée. C'est vrai, alors tu ferais mieux de te corriger pour donner le bon exemple au nouveau-né, dit Venelana d'un ton sévère. Son ton ne pouvait cacher la joie dans ses yeux tandis qu'elle regardait son fils et sa belle-fille. Leviathan sera aussi tante, cria Sorafal aussi fort, voire plus fort, que Ria. Maintenant, je vais pouvoir chérir Sautan et le nouveau bébé. La plupart des personnes présentes ignorèrent les pitreries de Sorafal. Sona, en revanche, rougit de gêne. Après quelques minutes supplémentaires, Théoticus se releva à nouveau, frappant sur la vitre pour attirer à nouveau l'attention de tout le monde. Nous avons une dernière annonce à faire ce soir. Cassiel, s'il te plaît. L'attention de tous se tourna vers Cassiel. Sous le regard de tous, Cassiel prit une grande inspiration et annonça la bonne nouvelle. Ce matin, James a réveillé Sambonzakura. Après l'annonce de Cassiel, il n'y eut pas d'applaudissements. Au lieu de cela, tout le monde fixa James dans un silence stupéfait. James, ne sachant que faire de toute cette attention silencieuse, se gratta la tête, confus. Puis il demanda, « Est-ce grave ?» À la question de James, Sorafal fut la première à sortir de sa torpeur. Utilisant sa force absurde et son contrôle d'énergie démoniaque, elle disparut comme par magie. Pour réapparaître, les bras autour de James, la tête enfouie dans son décolleté profond. « Jekun, tu es un génie », s'exclama Sorafal avec enthousiasme. « Je me souviens que ton père avait 30 ans avant même de sentir sa lignée réagir. Il lui a donc fallu 3 mois pour la réveiller complètement. » Cassiel a commencé à se sentir mal à l'aise lorsque Sorafal a mentionné le temps qu'elle avait passé à éveiller sa capacité de lignée. Ne prêtant aucune attention à la deuxième crise existentielle de la journée de Cassiel, Sorafal éclata de rire en se retournant avec James dans ses bras. James, de son côté, agitait les bras dans tous les sens, essayant de se libérer avant de perdre connaissance à cause du manque d'oxygène. James a finalement été sauvé par Ria et Sona, plus par jalousie que par souci de son bien-être.
Une fois l'excitation passée, Cassiel a également révélé les derniers résultats des tests de force de James. Dès que tout le monde a reçu une copie des résultats, ils se sont tous exclamés intérieurement, ce gamin est vraiment un génie. D'après les résultats des tests, James possédait désormais les réserves de puissance démoniaque d'un démon de niveau bas à moyen. Sa puissance d'attaque à main nue était également de niveau bas à moyen. Sa puissance d'attaque armée avait atteint un niveau moyen à moyen. À pleine puissance, Sanbonzakura dépassait à peine le seuil de niveau bas à haut, avec une portée d'attaque effective d'environ 7,6 mètres, 25 pieds, et une portée maximale d'environ 10 mètres, 33 pieds. Après la révélation finale, le dîner de célébration a finalement commencé et la célébration s'est terminée juste avant l'aube. Chapitre 8, la promotion mène à une expérience traumatisante. Cela fait presque 3 ans que James a éveillé son pouvoir Sanbonzakura. Durant ces 3 années, James et les filles ont fait de grands progrès dans leur éducation et leur entraînement. Ils connaissent tous l'histoire et la géographie des démons comme leur poche. Ils ont également fait des recherches sur l'histoire et la géographie du monde humain. James et Ria ont appris toutes les matières nécessaires pour être parmi les premiers de leur classe dans n'importe quel lycée d'élite du monde humain. Sona, quant à elle, a atteint leur niveau d'éducation à mi-parcours de ses études universitaires. Quant aux classes supérieures, elles affichent toute une étiquette impeccable, en public. Mais en privé, quand elles pensent que personne ne les regarde, elles se comportent comme les enfants qu'elles sont. Étant donné que James et Ria viennent d'avoir 11 ans et que l'anniversaire de Sona est dans quelques mois, on ne peut les considérer que comme des enfants. Contre toute attente, James s'est mis à apprécier la danse de salon. Il danse en général, mais son talent est phénoménal. Ria et Sona se sont donc également intéressés à la danse de salon, avec des motivations moins pures, bien sûr. Les 2 filles n'apprécient véritablement la danse que lorsqu'elles dansent avec James. L'entraînement magique était imprévisible. Sona maîtrise parfaitement la magie de l'eau. Cependant, contrairement à sa sœur, sa maîtrise de la magie de la glace est légèrement supérieure à la moyenne, tout comme ses autres affinités élémentaires. Pendant ce temps, Ria ne s'investissait pratiquement pas dans la magie élémentaire. Avec le pouvoir de destruction, les autres formes de magie offensive lui paraissent une perte de temps. Pouvoir de destruction est la capacité de lignée du clan Bael, le clan d'origine de Venlana. James, en revanche, n'a aucun talent pour les applications classiques de la magie démoniaque élémentaire. C'est pourquoi il a décidé de recréer les sorts Kido du manga Bleach, objectif qu'il affirme avoir recherché lorsqu'il a commencé à apprendre la magie démoniaque. Il faut reconnaître qu'il a fait des progrès satisfaisants au cours des 5 dernières années d'apprentissage. Il peut désormais exécuter tous les sorts Kido jusqu'au 37e Ado et au 30e Bakudo. De plus, sa recréation du pas éclair a été un succès. Le seul problème est que la distance est directement liée à la force physique, la vitesse n'étant pas affectée. De son côté, James tenta d'enseigner le kickstep à tous ceux qu'il considérait comme proches. Cependant, seuls Ria, Sona, Leona et Sorafal réussirent à l'apprendre. Cassiel supposa que tous les autres étaient trop têtus. Plus de 500 ans, c'est long. L'exception à cette hypothèse est, bien sûr, Sorafal. Il semble que l'imagination de Sorafal ne soit pas aussi rigide que celle des autres diables majeurs. Depuis que James a réveillé Sanbonzakura, sa puissance, sa vitesse et sa portée ont augmenté de 40%. Sa puissance d'attaque se situe désormais entre le bas et le haut de l'échelle. Ses portées effectives et maximales ont respectivement atteint 12 et 14 mètres. James est le seul à s'entraîner au combat au corps à corps. Depuis la création du Quick Step, il utilise des poids à l'entraînement comme en dehors. Cependant, la musculation est imprécise. James utilise des cercles magiques qui augmentent l'effet de la gravité sur son corps. Ces 2 dernières années, James a passé 3 semaines sous une gravité accrue. Il régule ensuite sa force et sa puissance démoniaque pendant la semaine suivante. Chaque fois qu'il désactivait les sorts de gravité, sa puissance physique et démoniaque augmentait considérablement. Grâce à son entraînement aux arts martiaux et à ses exercices de contrôle de l'énergie, il parvenait à minimiser les destructions involontaires. Finalement, James atteignit des niveaux élevés et moyens de réserve d'énergie démoniaque. Sa puissance d'attaque à main nue atteignit également ses niveaux, tout comme ses coups d'épée. Quant à la puissance de Sanbonzakura, elle atteignit son apogée. Il faut aussi garder à l'esprit que James a travaillé 4 jours par semaine ces 2 dernières années pour exterminer des démons errants et exaucer les vœux des humains qu'il invoquait. Incroyable, en seulement 2 ans, et à l'âge de 11 ans, il a réussi l'examen de promotion. L'examen est prévu pour la prochaine période d'examen. L'examen de promotion pour les classes moyennes et inférieures a lieu 2 fois par an, tandis que celui pour les classes moyennes et supérieures a lieu tous les 2 ans. Le prochain examen pour les classes inférieures et moyennes aura lieu dans un peu plus d'1 mois. Lorsque James mourra et deviendra un diable de la classe moyenne, James et Ria prévoient de partir en vacances dans le monde des humains. Ria est particulièrement enthousiaste à l'idée de ce voyage car elle est tombée amoureuse de la culture japonaise. Du moins, c'est ce qu'elle confie à James. En réalité, son enthousiasme vient du fait qu'elle partira en vacances seule avec James. Plus précisément, sans Sona. Ria a découvert l'emploi du temps de Sona à son insu et a ensuite proposé le voyage à un rendez-vous alors qu'elle avait déjà un rendez-vous. Lorsque Sona découvrit que Ria avait planifié les vacances de cette façon, inutile de le dire, elle ne fut pas ravie. Cependant, elle n'eut pas à attendre longtemps pour se venger. Initialement, Ria et Sona devaient accompagner James et ses parents à Lilith, la capitale du monde du diable. Sona, cependant,
laissa entendre à Venelana que Ria souhaitait voir un film qui sortirait le jour de leur départ. Avec la sagesse de Venelana, il était impossible qu'elle n'ait pas remarqué le petit stratagème de Sona. Cependant, Venelana avait accepté pour deux raisons. Premièrement, elle désapprouvait que Ria agisse ainsi dans le dos de sa meilleure amie. Deuxièmement, Venelana trouvait amusant de faire une farce à sa fille. Au fil des ans, tout le monde a acquis un peu de l'amour de James pour le trolling. Au cours du mois suivant, James révisa les sujets de l'examen. L'examen de promotion se compose de deux parties, une épreuve écrite et une épreuve de combat pratique. Il s'agit d'un duel en tête-à-tête entre les participants. Les jours suivants, James étudia les sujets de l'examen avec Sona et s'entraîna avec Cassiel. Le jour du départ arriva enfin, et James, Sona, Leona et Cassiel partirent pour Lilith. Un jour avant l'examen de promotion, midi. Enfer, territoire de Satan, capitale Lilith. Près du centre-ville se trouve une grande place. C'est l'un des quartiers les plus animés de Lilith. À chaque coin de rue, vous trouverez 4 des hôtels les plus luxueux de tout l'Underworld. À 10 km à l'est, vous trouverez le quartier résidentiel des 4 grands Satans. À 3 km au sud, vous trouverez le plus grand centre commercial de l'Underworld. À 5 km à l'ouest se trouve le plus grand casino de l'Underworld. Enfin, à 8 km au nord, vous trouverez le Lilith Convention Center. Ce centre de congrès accueille non seulement les examens de promotion des classes moyennes et supérieures, mais aussi de nombreux autres événements. Concerts, pièces de théâtre, événements sportifs, conventions, ce bâtiment a tout accueilli. Waouh, ce sont bien les 4 hôtels dont toi et Ria m'avaient parlé, Sona, demanda James, l'admiration dans les yeux. C'est vrai, ce devraient être les hôtels les plus luxueux des enfers, répondit Sona avec un sourire. D'accord, mon petit, calme-toi, dit Leona en serrant James dans ses bras. Avant de nous laisser aller, allons à l'hôtel et déposons nos bagages. Écoutons ta mère, conseilla Cassiel, avant de poursuivre rapidement. Nous avons 2 jours complets ici. Outre les examens, nous avons eu tout le temps de faire du tourisme et du shopping. Les yeux de James, Sona et Leona s'illuminèrent aux paroles de Cassiel, pour des raisons totalement différentes. James était excité à l'idée d'explorer un endroit qu'il ne connaissait pas encore. Sona et Leona, quant à elles, ne pensaient qu'à faire du shopping dans le plus grand centre commercial du monde obscur. Cassiel, voyant les lueurs dans les yeux des femmes, avait bien l'intention de sacrifier James au démon du shopping. Après quelques minutes, le groupe se retrouva à la réception de l'un des 4 hôtels entourant la place. Cet hôtel appartient à la maison Grémory et est parrainé par Lucifer. Cassiel étant un membre de la noblesse de Sirzek, tous les tarifs sont offerts. Le groupe se vit attribuer l'une des plus belles suites du 3e étage. Une grande suite comprenant 5 chambres, chacune avec salle de bain complète, ainsi qu'un grand espace commun avec salon, cuisine, toilette, billard et fléchettes. En entrant dans la pièce, James a immédiatement commencé à courir dans la pièce avec enthousiasme. Cette chambre est si grande, tous les hôtels sont-ils comme ça? Comme c'était la première fois que James séjournait dans un hôtel, il n'est pas surprenant qu'il pose une question comme celle-ci, il n'a aucun point de référence. Ajustant ses lunettes, Sona répondit à la question de James. Non, la plupart des chambres sont bien plus petites que cette suite. Je pense que les chambres d'hôtel normales font la taille d'un dortoir. C'est vrai, Sona, répondit Leona. La plupart des hôtels ne font même pas la moitié de cette taille. Les hôtels du monde humain sont considérés comme immenses s'ils ont une chambre de cette taille. En entendant l'explication de sa mère, James reçut une gifle. Après quelques échanges, Cassiel suggéra, « Eh bien, avant qu'il ne soit trop tard, Leona, pourquoi n'emmènerais-tu pas Sona et James faire du shopping? J'ai des affaires à régler pendant notre séjour à Lilith. » D'accord. Ça me va, répondit Leona avec enthousiasme. Qu'en pensez-vous? Sona était également enthousiaste, même si son expression restait morne. Ça me va, répondit-elle. James, parfaitement inconscient de l'enfer dans lequel il avait été sacrifié, accepta avec joie. Je veux aussi voir ce qu'on vend dans la capitale. L'ignorance est un bonheur. Je m'occupe de tout aujourd'hui, dit Cassiel en se dirigeant vers la sortie de la suite. Après l'examen de James demain, on pourra se voir et faire ce que vous voulez tous les 3. Ok, papa, à plus tard, s'exclama James, toujours excité d'explorer cette nouvelle ville. Après ça? Il n'y eut pas d'après. Le trio, Leona, James et Sona, arriva au centre commercial à 13h15 et fit les magasins pendant 10 heures. Les dames oublièrent même de manger. De retour dans leur chambre, James était tellement épuisé qu'il s'endormit aussitôt. Se réveillant si tard qu'il n'eut pas le temps de prendre son petit déjeuner, il arriva juste à temps au lieu d'examen. Il ne lui restait que 3 minutes avant que la porte ne se ferme et qu'ils échouent par défaut. L'examen était simple. James a pratiquement étudié pour l'examen écrit pendant 5 ans et a perfectionné tout ce qu'il a appris le mois dernier. S'il n'avait pas obtenu de bons résultats, on aurait pu douter de son intelligence. L'entraînement au combat était encore plus simple que l'épreuve écrite. Comme il s'agissait d'un test de promotion de la classe inférieure à la classe moyenne, la plupart des participants parvenaient à peine à atteindre la position de force moyenne. James mit son adversaire à terre d'un simple clinch de Muay Thai et d'un coup de genou au sternum. Après, le flash était à portée, bien sûr. Après cela, James a quitté le centre de congrès et a rencontré Sona et ses parents. Alors, comment ça s'est passé? Demanda Cassiel, peu préoccupé par le résultat.
C'était très facile, répondit James avec la même indifférence. Oubliant cette conversation superficielle, le groupe se rendit dans un restaurant voisin pour un déjeuner tardif. Après le repas, ils retournèrent à l'hôtel pour se changer et faire du tourisme. Cependant, James réussit à s'endormir en se changeant. Il dormit jusqu'après le dîner. De ce fait, il eut du mal à se rendormir, non pas qu'il ait besoin de beaucoup de sommeil, étant un demi-démon. Il réussit cependant à s'endormir peu avant l'aube. Bien sûr, il dormit jusqu'à l'heure de son retour le lendemain. Sona et Léona ont été surprises de voir à quel point le rythme de sommeil de James était mauvais. Cassiel, de son côté, versa une larme virile en pensant « Tu as bien fait, mon fils ». Et finalement, James n'avait qu'une seule pensée. Il n'y a aucune chance que je puisse à nouveau acheter à ces démons dans les enfers. Chapitre 9, dispersez-vous, sans bons Acura. 11 heures. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Dans la pièce, un cercle magique apparut silencieusement sur le sol. Au bout d'un moment, il commença à s'élever, révélant les silhouettes de James, Sona, Léona et Cassiel. Waouh, cette balade était vraiment rafraîchissante, a déclaré James avec un sourire en étirant ses bras au-dessus de sa tête. En réponse aux commentaires désinvoltes de James, Sona le regarda avec dégoût. Comme tu as trop dormi, nous avons raté toute occasion de faire du tourisme ou du shopping, grommela Sona. Avec une expression qui criait « Je suis innocent », James s'est excusé. Désolé, je ne pensais pas que 10 heures de shopping me prendraient autant de temps. Une fois terminé, James baissa la tête en signe d'excuse et demanda « Mais pourquoi n'as-tu pas demandé à papa ou maman de sortir avec toi ? Je ne pense pas que ça les dérangerait. » Pour un type aussi intelligent, pourquoi est-il si bête dans ce genre de choses, pensa Sona en ajustant ses lunettes, frustré, ce qui les fit scintiller un instant. Voyant l'expression de Sona, tout en laissant la sienne inchangée, James soupira intérieurement. Je ne sais vraiment pas quoi faire. James commença à se raconter un monologue. Je sais ce que ressentent Ria et Sona bon sang, n'importe qui doté d'un minimum de bon sens pourrait le deviner. Mais pour l'instant, je n'ai aucune idée romantique. Surtout pas avec ces deux-là. Je n'ai même pas le statut social pour les séduire, même si j'en avais un. Secouant la tête, James repoussa ses pensées. Tournant la tête vers Léona, il demanda « Maman, le voyage avec Riri dure aussi 3 jours et 2 nuits, n'est-ce pas ?»« Oh, mon petit briseur de cœur », pensa Léona, réalisant que James comprenait ce que Sona voulait dire. « C'est vrai, tu devras te présenter au domaine Grémory à 11h30 demain matin. » Léona répondit à la question de James. « J'ai préparé un sac pour toi à l'avance. Tu devrais aller jouer avec Sona jusqu'à ce que Rhea vienne la chercher. »« Ok, maman, j'ai compris, » dit James en se tournant vers Sona et en lui demandant « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Une partie d'échecs, peut-être ?» Sona hocha la tête tandis qu'elle et James quittaient la pièce. Il était clair qu'elle était également frustrée par la « densité » de James. « Et, avant que tu partes ?» dit Cassiel en fouillant dans ses bagages. Trouvant ce qu'il cherchait, une longue et fine boîte, Cassiel appela James. Par curiosité, James et Sona se sont approchés. « C'est un cadeau de ta mère et moi, » dit Cassiel en tendant la boîte à James. « Félicitations pour être devenu un démon de la classe moyenne. »« Félicitations, chérie. » Léona intervint avec un sourire et serra James dans ses bras. Tenant la boîte, James demanda avec enthousiasme « Puis-je l'ouvrir ?» Au lieu de répondre, Cassiel fit simplement signe à James de continuer. Doucement, James posa la boîte au sol. Soulevant le couvercle, il vit un katana gainé. James ne pouvait détacher son regard. Le fourreau était d'un noir brillant, orné d'une image de fleurs de cerisier flottant autour du canon. Le garde-main avait la forme d'une croix avec un croissant de lune découpé de chaque côté, et la poignée était enveloppée d'un tissu blanc orné d'un pompon en forme de fleurs de cerisier. Même rengainé, James la trouvait magnifique. De la main gauche, James tira l'épée de son étui, enroula sa main droite autour de la poignée et la dégaina lentement. Ching. En sortant la lame, il découvrit un katana magnifiquement travaillé, poli au point que James pouvait y voir son propre reflet. Si beau, murmura Sona d'un air absent. Avant que quiconque ne puisse réagir davantage, James rengaina son épée d'un mouvement fluide, créa une ceinture d'épée et plaça l'épée rengainée dans la ceinture, puis sortit en courant de la pièce. Léona sortit de sa torpeur et rugit. « James, où vas-tu » James répondit en criant « Je dois enlever la marque spirituelle de mon sabre d'entraînement. Il est 11h15. Et je veux marquer mon Oshiru Sakura avant de partir demain. » Oshiru Sakura. Fleur de cerisier en fleurs. Cassiel retourna le nom dans sa tête un instant. Pas mal. 10 heures plus tard. Monde humain, Japon, cité sans nom. Aux abords d'une ville rurale près de Tokyo, un homme fut sauvé d'un esprit maléfique par une jeune femme déguisée en prêtresse et portant un grand sac. En remerciement, l'homme lui proposa de l'héberger chez lui pour se laver et se reposer quelques jours, si elle le souhaitait. Épuisée par le voyage, la jeune fille accepta son offre. Sur le chemin de la maison de l'homme, elle reprit soudain conscience et se mit à parler. « J'ai dû avoir très peur, » dit l'homme timidement, « tellement peur que j'en ai oublié mes bonnes manières. » S'arrêtant sur place et inclinant la tête vers la jeune fille à côté de lui, il dit, « Encore une fois, permettez-moi de vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Je m'appelle Sanju Kinji. Enchanté de vous rencontrer. »
Surprise par cette soudaine démonstration de courtoisie, la jeune fille devint nerveuse. Cependant, grâce à sa politesse, elle se laissa faire. Et s'il te plaît, n'y pense pas. Je m'appelle Imejima Akeno. Et je t'assure que c'est un plaisir. Imejima Akeno, une belle jeune femme qui semble avoir 10 ou 11 ans, porte ses longs cheveux noirs attachés par un ruban jaune en une queue de cheval qui lui arrive aux cuisses. Deux mèches dépassent et bouclent vers l'arrière, une frange recouvre son front, ses sourcils et l'arête de son nez, tandis qu'une frange latérale encadre son visage. Avec ses grands yeux violets, elle incarne parfaitement Yamato Nadeshiko. Ça te dérangerait si je t'appelais Akeno-chan, demanda Kenji. Trouvant la gentillesse de Kenji un peu troublante, Akeno accepta sa forme de traitement pour le moment. En suivant Kenji chez elle, Akeno ne pouvait s'empêcher de se demander comment elle en était arrivée là. En repensant à ses voyages à travers le Japon, les 8 ou 9 derniers mois n'avaient pas été faciles pour elle. Peu après ses 10 ans, elle avait été témoin du meurtre de sa mère. Aux mains de membres de son propre clan, rien que ça. Et pourquoi les membres de son propre clan avaient-ils tué sa mère? Parce qu'ils avaient découvert sa véritable identité et celle de son père. Le père d'Akeno, Barakiel, est un ange déchu et l'un des chefs de l'organisation des anges déchus, Grigori. Bien sûr, cela fait d'Akeno elle-même un peu un ange déchu. Lorsque le clan Imejima, célèbre pour ses bénédictions des dieux shintoïstes et ses exorcismes d'êtres maléfiques, découvrit l'existence de Barakiel et d'Akeno, ils envoyèrent une force pour les éliminer. Le jour où ils arrivèrent chez Akeno, Barakiel était en voyage d'affaires et Shuri, la mère d'Akeno, fut incapable de se défendre contre l'attaque du clan. Afin de permettre à Akeno de s'échapper, Shuri se sacrifia. À partir de ce jour, pendant les 9 mois qui suivirent, Akeno parcourut le pays, purifiant les esprits maléfiques et essayant de rester hors de portée du clan Imejima. Depuis ce jour, la confiance d'Akeno envers les gens était ébranlée. Ne sachant jamais qui était l'informateur du clan Imejima, il lui était très difficile de faire confiance et d'accepter la bienveillance des autres. Akeno-chan, nous sommes là, dit Kenji, sortant Akeno de ses souvenirs. Akeno leva les yeux et vit une maison ordinaire à 2 étages avec un petit jardin devant. Entrant dans la maison, Kenji conduisit Akeno dans une pièce au premier étage. Cette chambre appartenait à mon petit frère, avant qu'il n'aille à l'université, dit Kenji en présentant Akeno à son espace temporaire. Fais comme chez toi. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le faire savoir. Akeno hocha la tête devant la générosité de Kenji, puis entra dans la pièce et la remercia avant de partir vaquer à ses occupations. Posant le sac sur le lit, elle inspecta la pièce à la recherche de quelque chose de surnaturel. Au bout de quelques minutes, Akeno se détendit légèrement. Elle ne trouva aucun sort d'espionnage dans la pièce. Jugeant la pièce suffisamment sûre, elle ferma la porte et s'assit sur le lit. Je ne sais toujours pas s'il travaille pour le clan Imejima, pensa Akeno à voix haute, mais au moins je sais qu'il ne me regarde pas dans cette pièce. Ayant eu le temps de se détendre, Akeno ouvrit son sac et en sortit une bouteille d'eau et une serviette. Elle les déposa sur le lit et commença à se déshabiller. Vêtue désormais d'un simple soutien-gorge et d'une culotte blanc, Akeno s'arrêta et baissa les yeux sur son corps. Ils grandissent, marmonna Akeno en fronçant les sourcils. Maman a dit que les siens n'ont commencé à grandir comme ça qu'en grandissant. Ça doit être ce satané sang d'ange déchu. Secouant la tête pour chasser ses pensées négatives, Akeno déboucha la bouteille d'eau et s'en servit pour humidifier le chiffon. Avec le chiffon maintenant humide, Akeno essuya la sueur de son corps. Sanju s'en fait peut-être preuve de gentillesse envers moi, mais il est hors de question que je prenne une douche chez un inconnu, pensa Akeno. 5 ou 6 minutes plus tard, Akeno finit de se nettoyer. Suspendant le torchon à la poignée du placard, elle but le reste de l'eau de la bouteille. Puis elle sortit un yukata blanc de son sac et l'enfila. Après s'être habillée pour aller se coucher, elle se coucha et s'endormit d'un sommeil léger. 2 heures plus tard. Akeno se réveilla brusquement. Sentant une aura maléfique, elle sortit discrètement du lit, prête à partir à tout moment. Elle quitta ensuite la pièce en silence, traversant le couloir et montant les escaliers jusqu'à l'entrée. Regardant autour d'elle, elle vit Kenji invoquer une créature maléfique. Un démon, pour être précis. Je savais que je ne pouvais pas lui faire confiance, pensa Akeno. Il essaie probablement de m'offrir à cette créature maléfique. Kenji, je viens de répondre à ton appel pour te prévenir qu'Ojo-sama arrivera demain après-midi, dit le diable d'une voix grave. Assure-toi que tout soit prêt avant son arrivée. Bien sûr, dit Kenji, cela fait partie de notre accord. Après avoir écouté ce qui se passait, Akeno retourna dans sa chambre. Décidant de fuir au plus noir du ciel, juste avant l'aube, Akeno prépara ses affaires. 5 heures plus tard. Akeno sauta par la fenêtre du 2e étage. Dès qu'elle toucha le sol, elle disparut dans la nuit, quittant lentement la ville. Malheureusement, elle croisa un Shikigami invisible, contrôlé par un membre du clan Imejima, à moins de 5 pâtés de maison de la maison de Kenji. 6 heures plus tard. Monde humain, Japon, ville sans nom, environ. Un cercle magique apparut sur le sol à l'extérieur de la ville. Après un éclair de lumière, le cercle magique disparut, remplacé par 3 personnes. Le premier, un beau garçon d'environ 11 ans, à la peau couleur caramel, aux longs cheveux noirs tressés en queue de cheval, et aux yeux marron foncé cernés d'un rose foncé à chaque iris. Il porte une chemise blanche boutonnée, un jean bleu et des baskets blanches.
La deuxième est une belle fille, âgée d'environ 11 ans également, à la peau claire, à la silhouette voluptueuse pour son âge, aux cheveux roux tombant jusqu'aux cuisses, une frange lui couvrant le front, une frange sur le côté encadrant son visage, une mèche de cheveux dépassant sur le dessus de sa tête, et aux yeux bleus vifs. Vêtue d'un chemisier blanc, d'une jupe en jean bleu et de baskets blanches, sa tenue est remarquablement similaire à celle du garçon assis à côté d'elle. Le dernier des trois est un homme d'âge moyen quelconque, chargé de protéger les deux enfants. Ces trois-là sont Jacques Alavru, Ria Grémory et Heinrich Cornelius Agrippa, l'évêque de la noblesse de Zeoticus Grémory. Nous sommes enfin là, dit Ria, les bras grands ouverts, comme si elle voulait embrasser le paysage, je suis arrivée au pays des animes. En entendant la déclaration de Ria, James plaisanta. Tu es sérieuse, Riri? Alors quand tu as dit aimer la culture japonaise, tu parlais vraiment de la culture otaku du Japon, non? Levant un sourcil, Ria regarda James comme si elle ne comprenait pas le problème et demanda, Y a-t-il un problème? Non, répondit James, l'air toujours impassible. Tant que tu es heureux, quel est le problème? Ria sourit vivement face à la réponse hypocrite de James et dit, tant que tu comprends. Garde ça à l'esprit. James ne pouvait que secouer la tête devant l'enthousiasme de Ria. Bon, ça fait assez longtemps qu'on est là, dit Ria avec enthousiasme. Puis, d'un ton empreint de grandeur, elle s'exclama, commençons notre exploration de la ville. Oju-sama, je pense que nous devrions nous enregistrer à notre hôtel avant de faire quoi que ce soit d'autre, conseilla Heinrich. Ah, d'accord, répondit Ria, visiblement en perte de vitesse dans son argumentaire. Retourne vite à l'hôtel. En entendant la réponse de Ria, Heinrich hocha la tête en pensant à quel point sa fille, du roi, était devenue raisonnable. Pourquoi semble-t-il si heureux qu'elle ait suivi son conseil, se demanda James. Quel genre de fauteur de trouble est-elle quand je ne suis pas là? Remarquant que Ria et Heinrich avaient déjà commencé à marcher, James haussa les épaules et les suivit. Cependant, après quelques minutes de marche, James s'arrêta et tourna la tête dans une certaine direction. Tandis qu'il se concentrait, un sourire ardent commença à se dessiner. Réalisant que James n'était plus à ses côtés, Ria s'arrêta à son tour. Se retournant, elle remarqua le sourire de James. Même si elle n'était pas sûre de ce qu'elle y découvrait, elle savait que ce serait au moins intéressant. James, qu'est-ce que c'est? Demanda Ria avec curiosité. Ces 3 dernières années, James et Sona ont convaincu Ria d'abandonner les suffixes honorifiques. Ils affirment que cela a créé un sentiment de distance. Et lorsque Ria a abandonné, elle a également cessé d'ennuyer tout le monde à ce sujet. Il y a des humains plutôt puissants autour d'un, demi-humain, répondit James, curieux de connaître l'autre moitié de cette aura. Oh, allons voir, ordonna Ria avec un enthousiasme évident. James était également impatient d'assister à ce combat. Bien qu'il ait passé beaucoup de temps à combattre des démons verrants, il n'avait jamais vu comment les autres races se battaient. Ses horizons étaient plutôt restreints. À mesure qu'ils approchaient du champ de bataille, le fracas de la magie se fit plus audible. En arrivant à portée de vue, ils remarquèrent un groupe de prêtres et prêtresses shintoïstes adultes entourant une jeune fille, qui ne pouvait être plus âgée que James et Ria. À voir l'état du champ de bataille, il est clair que la jeune fille est très habile et forte. Nombre de prêtres et prêtresses gisaient sur le champ de bataille, inconscients ou gémissant de douleur. Cependant, il était également évident qu'elle était à bout de souffle. En voyant la fille dans cette situation, les yeux de Ria s'illuminèrent de possessivité. Saisissant James par l'épaule, il s'écria, « James, ne la laisse pas mourir. Je l'aime. Je l'aime comme ma Péri. » James regarda la jeune fille et dit, « Ça ne me dérangerait pas qu'elle soit reine ou évêque. » À ce moment-là, Ria se souvint que Jacques envisageait de fonder sa propre Péri. Saisissant le bras de James et lui parlant d'un ton charmeur, Ria le supplia. « Allez, James. S'il te plaît, laisse-la moi. Je te promets de me rattraper. » James n'a jamais eu l'intention de se battre contre Ria à propos de la fille, mais il obtiendrait certainement des avantages pour son travail acharné. D'accord, mais il faut que ça en vaille la peine, dit James en ricanant. Ayant obtenu la réponse qu'elle attendait, Ria pointa du doigt la direction du combat en cours et s'exclama, « Allez. Sauvez la demoiselle en détresse. » En entendant le cri excité de Ria, un sourire affamé de bataille s'épanouit à nouveau sur le visage de James. Faisant un signe de tête à Ria, James fit un pas en avant, matérialisant son Oshiru Sakura à sa hanche gauche. Un pas plus loin, il disparut, réapparaissant au loin, prononçant sa phrase d'activation. Dispersez-vous, sans bons Akura. Chapitre 10, Sauver la jeune fille. Il y a 25 minutes. Akeno venait de quitter la ville. Pensant que tout allait bien, elle s'arrêta et regarda la ville. Je voulais vraiment trouver quelqu'un en qui j'aurais confiance, pensa Akeno à voix haute. Bon, je suppose que ce n'était pas prévu. Akeno se retourna et s'éloigna. Mais quelques pas plus tard, elle entendit une voix familière. Je suis contente que tu aies trouvé une raison de partir, sinon il nous aurait fallu beaucoup plus de temps pour te retrouver, fille de ma chère nièce. Tournant la tête dans la direction d'où venait la voix, Akeno vit une trentaine de personnes vêtues de costumes shintoïstes traditionnels émerger d'une zone boisée, à environ 49 mètres sur sa gauche. Après les avoir aperçus, Akeno observa les alentours et ne put s'empêcher de jurer. Merde, une barrière anti-reconnaissance, je suis tombé dans un piège. Exactement. Dire que nous tomberions sur le clan Imujima comme ça, s'exclama le chef des prêtres et prêtresses avec enthousiasme. L'extension de notre réseau de Shikigami nous a mené droit à vous.
Imejima-Sue, rugit Akeno de colère. Pourquoi as-tu tué ma mère? Que avons-nous fait pour mériter ça? Imejima-Sue, l'aîné qui dirige le groupe de prêtres et prêtresses shintoïstes, et actuel chef du clan Imejima. Seigneur, quelle autre raison aurions-nous de purifier quelqu'un comme toi, répondit Sue. Quant à ta mère, elle nourrissait des sentiments pour un être maléfique, ce qui aurait pu priver tout le clan Imejima de la bénédiction des dieux. En entendant Sue expliquer les raisons des actions du clan, Akeno écarquilla les yeux sous le choc. Pour une chose pareille, tu tuerais volontairement des membres de ta propre famille? Enfant ignorant, ne parle pas de sujets que tu ne connais pas, répondit Sue en levant la main droite, donnant à son entourage l'ordre de préparer ses attaques. Alors que les prêtres et prêtresses du clan Imejima commençaient à réciter leurs sorts, Akeno commença sa propre incantation en préparation de la bataille à venir. Dieu des mers du Nord, Dieu des mers du Sud, Dieu des mers de l'Est, Dieu des mers de l'Ouest et déesse des terres du Milieu, je t'en supplie, accorde à ton serviteur le souffle du tonnerre. Avec ton souhait comme volonté, je deviendrai tout le bien du monde. Avec mon épée comme ta miséricorde, je tuerai tout le mal du monde. Une fois son chant terminé, un cercle magique apparut sous les pieds d'Akeno. Des vrilles de tonnerre entourèrent ses bras. Dans cet état, Akeno peut déclencher la foudre du bout des doigts et invoquer la foudre du ciel. En observant le groupe des membres du clan Imejima, Akeno réalisa qu'ils étaient eux aussi prêts au combat. Prenant position, elle chercha le point faible de leur formation, car la fuite était sa priorité. À ce moment-là, une vague d'attaque se dirigea vers Akeno. Levant la main gauche, Akeno pointa son index vers un éclair de feu qui approchait et laissa échapper un coup de tonnerre pour contrer le sort. Tandis que les deux sorts se dissipaient, Akeno invoqua la foudre sur une prêtresse à sa droite, qui pivota simultanément vers la gauche, esquivant au passage une lame de vent. Akeno continua ses lancers de sorts et son jeu de jambes, esquivant les sorts avec des pas de danse, contre-attaquant avec le tonnerre du ciel et dissipant les sorts qu'elle ne pouvait pas esquiver avec le tonnerre s'enroulant autour de ses bras. Pendant les 20 premières minutes, Akeno s'en est sorti indemne et a réussi à éliminer près des 2/3 de ses attaquants. Malheureusement, le sort, l'âme du jugement, consomme une quantité considérable de volonté et d'énergie magique. Au fur et à mesure que la bataille progressait, Akeno ne pouvait plus éviter complètement les sorts entrants, évitant seulement les dégâts dans les zones vitales. À la 25e minute de la bataille, les vêtements d'Akeno étaient en lambeaux, des gouttes de son propre sang couvraient son corps, sa respiration était superficielle et sa vision était floue à cause de la perte de sang. Voyant l'état d'Akeno, Sue leva la main, signalant aux prêtres et prêtresses d'arrêter leurs attaques. Pour ce que ça vaut, gamin, j'aurais préféré que les choses n'en arrivent pas là, dit Sue, l'air inchangé. Mais le clan doit toujours passer en premier. Toi et ta mère, vous semez l'instabilité au clan. Akeno sentit qu'il n'y avait aucune raison de réagir, et Sue ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. Lâchant sa main, il donna l'ordre de tuer. Les membres encore en bonne santé du clan Imejima lancèrent leur sort. Akeno, trop épuisée pour se défendre, ferma les yeux. Croyant que ce serait sa fin, elle attendit la mort. Dispersez-vous, sans bons Akura. D'où vient ce garçon? Que diable? Est-ce que ce sont des fleurs de cerisier? Est-ce que ces pétales de fleurs nous ont simplement défendus contre tous nos sorts? Alors que la douleur qu'elle s'attendait à ressentir ne venait jamais et que les voix paniquées des membres du clan Imejima se faisaient entendre, Akeno ouvrit lentement les yeux. Ce qu'elle vit, c'était le dos d'un garçon à peine plus grand qu'elle. Devant lui flottait un nuage de pétales de cerisier. À en juger par les cris des prêtres et des prêtresses, ce sont eux qui empêchèrent les sorts de la tuer. « Qui es-tu » demanda prudemment Akeno. « Et pourquoi m'as-tu sauvée » En réponse à ces questions, le garçon la regarda par-dessus son épaule. James répondit alors avec un grand sourire, « Bon, et si on parlait de ça quand tu seras hors de danger ?» Le sourire de James laissa Akeno un instant interloqué. Avant qu'elle ne reprenne ses esprits et pose la question suivante. « Alors, peux-tu me dire qui sont ces gars » demanda James, marquant une pause avant de poursuivre, « J'ai besoin de savoir jusqu'où je peux aller. » Akeno regarda James dans un silence stupéfait, pensant que le garçon devant elle devait avoir regardé trop d'anime. N'obtenant aucune réponse, James se gratta la tête et dit, « Je sais que j'ai vraiment chaud, mais pourrais-tu ne pas me regarder comme ça? Tu vas me faire rougir. » Réalisant enfin l'impolitesse de ses actes, Akeno répondit à la question initiale de James. Ce sont des membres du clan Imejima. L'aîné devant est le chef du clan, Imejima-Sue. Secouant la tête à la réponse, James la baissa silencieusement, se rappelant les informations qu'il avait sur le clan Imejima. Le clan Imejima, l'un des 5 clans majeurs, béni par le panthéon shintoïste. Sous contrat pour Suzaku. James se souvint rapidement de l'information. Il ne devrait probablement tuer personne. On est en territoire shintoïste, après tout. Détournant le regard, James cria, « Riri, ils sont du clan Imejima. Je vais devoir les laisser vivre. » Oh, le chef du clan est là aussi. Je comprends, j'assume les conséquences, répondit une jeune voix féminine au loin. Entendant la réponse de loin, James afficha un sourire affamé de bataille et commença à marcher vers le mur de pétales de fleurs de cerisier. Eh bien, ça ne va pas être très amusant pour vous, dit James aux membres du clan Imejima. Puis il se tourna vers Akeno, reste ici, ma belle, je vais jouer avec eux un moment. Faisant un autre pas en avant, le mur de pétales de cerisier se brisa. Dès que James franchit le séparateur, celui-ci se referma pour protéger Akeno.
Alors que les pétales bougeaient, le clan Imujima pouvait enfin voir celui qui entravait leurs efforts pour éliminer la souillure de leur lignée. En voyant James, Xiu faillit exploser de rage en s'exclamant « Un autre enfant au sang contaminé, donnons-lui le salut et purifions son âme. » « Oh là là, quel vieil homme impoli !» répondit James. « Je suis né d'une union d'amour, dire que mon sang est souillé est un peu excessif, non ?» En entendant le ton irrévérencieux de James, Xiu abandonna le dialogue et donna le signal d'attaquer. James, voyant les membres du clan Imujima se préparer à attaquer, Flash entra dans la foule, optant pour le combat au corps à corps. Se présentant devant son premier adversaire, James asséna un coup de poing qui atteignit le prêtre au menton. La tête renversée en arrière, le prêtre manqua le flanc de James en se tournant vers la droite, évitant au passage un sort de feu. James décocha alors un crochet du droit au diaphragme du prêtre, lui coupant le souffle. Remarquant un sort de foudre venant de derrière, James attrapa le prêtre et le plaça sur sa trajectoire. Oh! Subissant l'impact du sort de foudre, le prêtre perdit connaissance. Le bouclier de chair abaissé, James abaissa son centre de gravité et s'avança vers sa prochaine victime. Courant à droite de la prêtresse la plus proche, James frappa du pied, la forçant à se pencher en avant par réflexe. Dès qu'il fut passé, il s'arrêta brusquement et lui asséna un coup de coude dans le dos. Avec un timing parfait, le coup de coude atterrit dans le bas de son dos. Ce coup précis ne fit qu'immobiliser la prêtresse, sans laisser de séquelles permanentes. James apparut alors entre trois membres du clan Imujima et lança aussitôt un coup de pied circulaire visant leurs trois temples. Le premier prêtre parvint à l'esquiver, mais l'autre prêtre et la Miko furent très lents à réagir. Cependant, avant que le prêtre restant ne puisse contre-attaquer, James atterrit et se rapprocha. Il sauta et plaça ses mains derrière la tête du prêtre, puis, simultanément, baissa les mains et leva son genou vers son visage. Un autre membre du clan Imujima perdit connaissance, avec le nez cassé cette fois. Après avoir vu la moitié de ses forces restantes neutralisées en moins d'une minute, Xiu ordonna une fois de plus à son camp de cesser ses attaques. « Qui es-tu, mon garçon, et pourquoi t'immisces-tu dans les affaires du clan Imujima » demanda Xiu, la colère visible dans ses yeux. « Calme-toi, mon vieux » répondit James d'un ton détaché. Inclinant la tête, confus, il poursuivit « Je rends juste service. Je n'ai tué personne. » « Alors pourquoi as-tu l'air si contrarié ? Et à qui est-ce que cette faveur est faite » demanda Xiu d'un ton sévère. « Et, Riri » cria à nouveau James au loin, « je pense que ce vieux veut te parler. » « Cette fin est un peu décevante » répondit la même jeune voix féminine. « Négocie juste pour faire sortir la fille d'ici et on pourra s'amuser un peu. »« Si je dois négocier aussi, je le ferai moi-même » répondit James avec indifférence. « Tu n'oserais pas » répondit la voix avec colère, tandis qu'une fille aux longs cheveux roux et un homme d'âge moyen quelconque franchissaient la barrière anti-reconnaissance. « Pourquoi ne le ferais-je pas » demanda James avec irritation. « Notre accord était que je veillerais à ce qu'elle reste en vie, le reste dépend de toi. Cela inclut de la convaincre de rejoindre ta péri. »« D'accord, je comprends. »« Laisse-moi tranquille » répondit Ria en reniflant. « Riri, tu dois vraiment faire quelque chose à propos de ton attitude de sale gosse » essaya de lui conseiller James. « Je t'ai dit de me laisser tranquille » grogna Ria en réponse. James haussa simplement les épaules. En voyant les deux se disputer, les membres du clan Imujima furent stupéfaits. Ce maudit morveux. Nous aurait-il décimés? Juste pour rendre service à cette princesse gâtée? Il n'y a pas de justice en ce monde. Tous les membres conscients du clan Imujima pensèrent. Cependant, Imujima Xiu réalisa un fait bien plus important, même lors d'une dispute avec la rousse, la barrière de pétales de cerisier ne vacillait jamais. En réalisant cela, Xiu sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ces pétales de fleurs sont-ils simplement de nature défensive? Tout, Heinrich reporta son attention sur lui-même. Oju-sama, peut-être devrions-nous entamer des négociations pour la libération de la jeune fille. En entendant la suggestion d'Heinrich, Ria regarda James et demanda, chef du clan Imujima, s'il abaisse sa barrière, êtes-vous prêt à arrêter ces attaques jusqu'à ce que nos négociations soient terminées? Je suis d'accord avec ça, répondit Xiu. Très bien, James, fais-le, ordonna Ria. Riri, suis-je ton ami ou ton subordonné? Tu sembles avoir oublié la réponse à cette question ces derniers temps, dit James en sortant la poignée d'un katana sans lame de son fourreau sur sa hanche gauche. Dès qu'il dégaina la poignée, les pétales de cerisier en fleurs volèrent vers lui et commencèrent à former la lame manquante. Une fois le katana retrouvé, James le rengaina avec un frisson. En voyant cela, les yeux de Xiu ont failli sortir de sa tête. Ces pétales ont été fabriqués à partir de la lame d'une épée, ils n'ont aucune fonction défensive, pensa Xiu en essuyant une goutte de sueur sur son front. Une fois la barrière retirée, on pouvait voir Akeno, les yeux et la bouche grands ouverts, assise sur ses fesses. Ses jambes cédaient sous l'effet de l'épuisement et de la perte de sang. Ignorant le choc des spectateurs, James se dirigea vers Akeno. « Hé, ma belle, tu es en sécurité maintenant » dit James avec un grand sourire. En entendant le discours de James, combiné à son sourire, Akeno rougit. En même temps, le bruit des grincements de dents était très perceptible. Tendant la main, James demanda à Akeno, « Peux-tu te lever ?» Après avoir hésité un instant, Akeno s'approcha finalement de James et se leva. En se relevant, ses jambes affaiblies saisirent l'occasion de se montrer réticente et elle tomba dans les bras de James. Tenant la jeune fille dans ses bras, James lui tapota la tête et dit doucement, «
Tu n'as pas besoin de te précipiter, personne ne pourra te faire de mal avec nous ici. En entendant ces mots, Akeno se détendit et dit « Merci », tout bas. La tension relâchée, l'épuisement la gagna et elle perdit connaissance. Oh, zut. Cette fille est dans un état pire qu'on ne le pensait. Heinrich Dono, peux-tu nous renvoyer au manoir? Je vais lui apporter des soins médicaux, dit James d'un ton pressant. En entendant cela, Heinrich regarda Ria, furieux, pour obtenir confirmation. Recevant un hochement de tête, Heinrich créa un cercle magique sous James et Akeno. Un éclair de lumière et la disparition du cercle magique téléportèrent James et Akeno aux enfers. Après son départ, Xiu ne pensait qu'à « Je suis contente que ce petit monstre soit parti. Je n'aurais pas à tuer la fille de Shuri non plus. » Contrairement au soulagement apparent de Xiu, Ria était un peu mécontent de la situation actuelle. Imbécile de James. Tu ferais mieux de ne rien faire à cette fille. Tu es à moi, murmura Ria, enveloppée d'une aura sombre. C'était censé être un voyage rien que pour nous deux. James, espèce d'idiot. En entendant les murmures de Ria, Heinrich était perplexe. J'ai été avec toi tout le temps, n'est-ce pas? Voyant les dirigeants des deux camps plongés dans leurs propres pensées, Heinrich pensa qu'il était temps de mettre un terme à ce petit épisode. Tous, si cela ne vous dérange pas, nous devrions commencer des négociations pour la sécurité de cette fille. Alors que ces mots sortaient de sa bouche, Heinrich et Ria eurent la même pensée, ce n'est pas comme si tu avais la moindre chance de la récupérer. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.